Boum, 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 boum. Boum, 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 Bonsoir boum, à boum. toutes et à tous, chères auditrices, chers auditeurs, chers tous. Vous écoutez un nouvel épisode de Tout et de Rien, l'émission qui vous parle de tout et surtout de rien. Et aujourd'hui, c'est une première finalement dans l'émission parce qu'on se retrouve à deux. Parce que je suis avec Nicolas ce soir. Comment ça va, Nico? Ça va super pour un C'est petit épisode intimiste. c'est ça, c'est un petit épisode intimiste. On est tous les deux. On est un peu, c'est un peu comme si on était sur France Culture, puisque aujourd'hui on est là pour parler des 300 ans du conflit anglo-wabanaki, il me semble. Ah ouais, c'est les 300 ans. 1725, c'est les 300 ans. 1725-2025, voilà, Et ben voilà, c'était l'occasion de parler de quelque chose que personne ne connaît en fait en réalité. Donc je me suis dit que ça pouvait quand même être vachement intéressant Mm, d'en parler un petit peu, d'autant plus que en ce moment aux États-Unis, bah, c'est un peu la merde et je pense que l'avenir des natifs est un petit peu compliqué dans le futur. Donc c'est aussi un peu une manière qu'on a de remettre un peu au jour les choses et pour vous apprendre aussi, chers auditeurs, bah, certains événements de notre histoire qui sont un peu oubliés. Et du coup, comme bien évidemment, on va parler de culture native américaine, j'ai bien évidemment fait un peu de forcing auprès de Nico pour qu'il participe. Et résultat, tu vas nous produire une grosse chronique, il me semble, c'est ça? ouais, enfin, ouais. Vous verrez, vous jugerez, vous mettrez dans les commentaires. Bah écoute, vas-y, je t'en prie, Yes. je Mais te laisse déjà, la parole. merci pour ton intro. C'est vrai que, bah, en ce moment, avec tout ce qui se passe aux États-Unis, c'est vrai que les droits des peuples autochtones sont constamment Mm. menacés, voire attaqués et réduits de partout. Donc, ouais, je pense que c'est pas mal qu'on fasse ça. Surtout que là, en plus, ça va parler un peu de notre histoire à nous, Oui. de l'histoire de France aussi. Donc voilà. Donc moi, en fait, je vous propose aujourd'hui un aperçu des populations autochtones Wabanaki de la période du contact jusqu'au XVIIIe siècle, en se concentrant en fait sur leur culture et l'impact de la colonisation. Du coup, ouais, j'avais déterminé ce cadre étant donné que on avait fixé cet épisode à la base pour les 300 ans de la fin de la Deuxième Guerre anglo-wabanaki. Alors, nous Tout n'avons à pas fait, de ouais. spécialistes du XVIIIe siècle avec nous ce soir, donc on va essayer de faire au mieux pour la partie plus histo. Tout à fait. Voilà, donc du coup, la région du nord-est atlantique de l'Amérique du Nord, ça a été l'un des premiers théâtres des activités européennes dans les Amériques, juste après les Caraïbes. De fait, en fait, la région et ses habitants ont très tôt subi les effets néfastes de l'arrivée des Européens. Les premiers contacts se sont d'abord faits par l'intermédiaire des explorateurs sur les côtes. Mais dans toute la région, les populations locales ont eu rapidement conscience des Européens, même si elles étaient principalement en contact indirect avec eux. Et c'est au fil des siècles qui suivent que les cultures autochtones sont peu à peu intégrées de force dans le système complexe d'une économie mondialisée. Donc il existe trois principaux moyens de connaître ces cultures à partir du contact. Les sources historiques, c'est-à-dire les écrits des Européens, les traditions orales transmises au fil des générations et consignées notamment au XIXe siècle, et l'archéologie. Alors je vous mets dans mes sources des articles et des livres qui reflètent un peu tout ça. Il est certain que le contact a représenté un bouleversement culturel, économique, social et politique majeur. Il y a un bon exemple pour illustrer ça qui se trouve dans la baie de Machias, dans le Maine, où il y a de nombreux pétroglyphes sur des affleurements rocheux le long du rivage, témoignant de plus de 2200 ans de pratiques rituelles des Wabanaki et de leurs Ok. ancêtres. Ces motifs, ils ont une signification religieuse et cultuelle et sont probablement un moyen d'interagir avec les mondes matériels et invisibles. Et parmi eux se trouvent les images de trois navires européens du début du XVIIe siècle. C'est assez, c'est pas facile à deviner. Le Ah navire oui. est un peu sur la gauche, sur la partie Ok. gauche, il y a l'espèce de triangle à gauche, Ah et oui, à ok, ouais. droite, il y a une grosse croix qui est gravée. D'accord. La deuxième image, on le voit un peu, si on prend un peu de recul à l'écran, on le voit, on voit. Ah oui, d'accord, ok. Oui, parce que là, c'est un peu plus. Ouais, ouais, ouais. Alors c'est difficile. Ah oui, si, si, je le vois, ça y est. Ok. Ok, waouh, waouh, waouh. Effectivement, j'ai pris du recul pour le voir. Ouais, ouais, Ok, on voit que ça a la forme d'une caravelle un peu. c'est exactement ça, ouais, ouais, tout à Ok. fait. Alors du coup, il est impossible de savoir exactement ce que la personne qui a réalisé ces pétroglyphes voulait exprimer. Mais le fait que ces navires se trouvent ici, sur un site aussi ancien et sacré, illustre un point essentiel.
l'arrivée des Européens a été perçue comme un événement d'une importance suffisante pour être gravé et immortalisé dans la roche. Ouais. Comme pour les Caraïbes, le contact a lieu dans des cadres culturels et socio-économiques qui existaient déjà. Pour les Européens, il s'agit de l'application de mécanismes capitalistes visant l'expansion de l'exploitation des ressources à l'échelle mondiale. Mais chaque groupe cherche aussi à comprendre l'autre selon sa religion et sa manière de percevoir le monde. On va recontextualiser tout ça pas à pas pour voir ce que cela implique du côté Wabanaki et comment tout ça va les impacter. Mis à part les contacts précédents des expéditions scandinaves, qui, je cite les archéologues Matthew Bett et Gabriel Reinig, ont eu peu de conséquences malgré l'attention disproportionnée qu'elles reçoivent, l'intérêt des Européens pour l'Amérique du Nord commence vraiment en 1497, lorsque Jean Cabot, explorateur italien et son équipage d'une vingtaine d'hommes, atteint la côte de Terre-Neuve à bord d'une caravelle, le Matthew, depuis Bristol en Angleterre sous mandat du roi Henri VII. Pendant la majeure partie du XVIe siècle, le contact direct entre Européens et populations autochtones en Amérique du Nord se limite à la côte atlantique nord-est et aux régions de la Floride. Les escales européennes au nord-est sont restreintes à de courtes incursions dans les terres. C'est cette période qui est souvent surnommée l'âge des découvertes et qui correspond en réalité à une période de l'extension des intérêts commerciaux européens de plus en plus capitalistes à travers le monde, formalisant les débuts de la colonisation. Jean Cabot, comme Christophe Colomb, cherche une voie vers l'Asie pour acquérir de l'or, des épices et de la soie. Mais il découvre sur la côte atlantique Est une autre richesse, une abondance de poissons, et notamment de morues. Les conséquences de l'exploitation de la morue sur les populations locales sont désastreuses. Tout comme les Espagnols dans les Caraïbes, Sébastien, le fils de Jean Cabot, enlève et ramène en Europe des autochtones captifs et fait preuve d'une certaine cruauté et de violence envers ceux qu'il rencontre. Autre exemple, en 1501, l'explorateur Gaspard Corte-Real aurait enlevé de force 50 femmes et hommes autochtones pour les amener au roi du Portugal. Alors, il y a bien sûr quelquefois des échanges amicaux, mais généralement, les populations locales se mettent à éviter les interactions directes avec les Européens pour ne pas, se faire enlever ou agresser. Et la nourriture est par exemple laissée à un endroit en évidence sur la côte, puis récupérée par les marins qui déposent en échange des biens européens sans aucun contact direct. De plus, il y a une autre raison à la recherche de routes vers l'Asie, similaire à ce qu'on avait évoqué dans l'épisode sur Vasco de Gama. Jean Cabot cherche l'Asie pour le commerce, certes, mais aussi dans un but de conquête culturelle, comme l'indiquent les lettres patentes pour son voyage en 1496, je cite « Découvrir des îles, pays, régions ou provinces de païens et d'infidèles, où qu'ils se trouvent dans le monde ». Les expéditions européennes portent donc deux objectifs, ouvrir de nouvelles voies commerciales et répandre le christianisme. L'une des conséquences concrètes des premières explorations a été le développement, dès le début du XVIe siècle, d'une intense industrie de pêche à la morue au large de Terre-Neuve et de la Nouvelle-Écosse, par des pêcheurs anglais, portugais, normands et basques. Dans un premier temps, sont aménagées des installations portuaires pour les navires, avec des quais et des cabanes afin de faire sécher le poisson à terre. Puis se développe ensuite une pêche de haute mer, où les poissons, aussitôt pêchés, sont séchés à bord. Et à partir du milieu du XVIe siècle, les Basques élargissent leur activité de pêche saisonnière de baleines et fondent des établissements à terre pour produire de l'huile. Au début du XVIIe siècle, les Français et les Anglais étendent leurs zones de pêche jusqu'au territoire du Maine et pérennisent leurs installations terrestres par l'agriculture. Les établissements deviennent des sortes de casernes-résidences pour les équipages. Les comptoirs sont parfois fortifiés, non pas pour se protéger d'une agression extérieure, mais pour marquer et maintenir le contrôle sur des territoires et des zones de pêche. La région permet aussi de répondre à une autre demande européenne, le commerce des fourrures.
si les morues fournissent de la nourriture et les baleines de l'huile pour l'éclairage, le besoin en fourrure répond à une tendance de mode vestimentaire. Par exemple, les chapeaux à large bord en feutre de castor étaient devenus extrêmement prisés dans la mode masculine d'Europe occidentale. Mais le castor européen avait presque disparu au XVIe siècle à cause justement de la chasse excessive pour sa fourrure. Après un commerce tourné d'abord vers la Russie pour pallier cette ressource, il prend un nouvel essor en Amérique du Nord à partir des années 1580. Un système d'échange se met alors en place, impliquant non seulement les Européens et les populations autochtones qui fournissent les fourrures, mais aussi des intermédiaires autochtones qui se chargent du transport des fourrures et des biens européens échangés. C'est le début d'une longue et sinistre exploitation qui perdurera sous diverses formes jusqu'à la seconde moitié du XXe siècle. C'est ce commerce qui, en s'intensifiant, multiplie les interactions entre les populations natives et les Européens. Il se développent alors des systèmes d'échange sur de longues distances à l'intérieur des terres, saturant les routes commerciales autochtones préexistantes et menant à l'ouverture de nouvelles routes, diffusant des objets manufacturés européens jusqu'à des milliers de kilomètres de distance. Pour bien cerner les conséquences de ces bouleversements, il faut qu'on se recentre sur les populations locales et voir qui étaient réellement les Wabanaki, les habitants de cette région de la côte atlantique nord-est. Si l'on se base sur les récits historiques, le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est pas toujours très clair. Ce qui est sûr, c'est qu'il s'agit de divers groupes parlant des langues algonquiennes, l'un des deux groupes principaux de langues du nord-est de l'Amérique du Nord, le second étant celui des langues iroquoiennes. En raison de leur parenté commune, les langues algonquiennes sont en grande partie intelligibles entre elles par des groupes différents. Ces groupes partagent des caractéristiques donc linguistiques, territoriales et politiques, tout en ayant quelques différences. Ils n'ont pas toujours été unis ni alliés, mais à un certain moment, ils forment une confédération connue sous le nom de Confédération Wabanaki. Alors, les membres de cette confédération sont les Malécites ou Wolastoqiyik, ce qui veut dire le peuple de la Belle Rivière. Ce sont des chasseurs-cueilleurs établis le long de la rivière Saint-Jean dans l'actuel Nouveau-Brunswick. Les Micmacs, dont le nom signifie alliés, qui étaient présents dans l'actuelle Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick. Les Passamaquoddy, dont le nom signifie ceux qui poursuivent le merlan, qui vivaient dans le nord de l'actuelle Maine et dont l'économie tournait autour de la pêche grâce aux nombreux lacs, rivières et baies présents sur leur territoire. Les Penobscot, dont le nom vient de Penawapskewi, qui signifie peuple de l'endroit rocheux, dont les territoires se trouvaient le long de la rivière Penobscot dans le Maine. Il y a aussi divers groupes Abénakis. Parmi eux se trouvaient par exemple les Pequawket et Norridgewock. Il existe aussi d'autres groupes Abénakis plus à l'ouest comme les Missisquoi ou Sokoki et les Pennacook, mais qui ne font pas partie forcément de la Confédération. Alors Abénaki ou Wabanaki, ça vient de la même origine et ça signifie ceux qui vivent à l'aube ou le peuple de l'aube. Et ça vient de l'algonquien Wapanaki. Le mot désigne autant toutes les populations mentionnées précédemment que la Confédération en elle-même. Et pour que ce soit plus clair, en fait, je vais utiliser Wabanaki pour parler des populations qui ont à un moment fait partie de la Confédération. Les différences ethniques et culturelles entre ces groupes concernent des signes de reconnaissance dans les vêtements ou coiffures par exemple, mais aussi des pratiques matérielles et techniques différentes propres à chaque groupe, avec des variations aussi locales dans les pratiques religieuses malgré un cadre commun. Il y a une frontière culturelle qui semble se définir au niveau de la rivière Kennebec dans le Maine. Celle-ci délimite l'extension de l'horticulture du maïs dans le nord-est et marque la transition entre l'écosystème de la forêt de chênes du centre et celui de la forêt de sapins et de feuillus du nord. Les ressources alimentaires sont différentes. À l'est, il y a moins de cerfs, mais des cervidés plus grands, plus de castors et moins de fruits à coque, par exemple. Et aussi l'usage de formes de pointes de flèches différentes, indiquant une distinction entre les traditions de taille à l'est et à l'ouest.
La céramique pourrait également être un marqueur possible de frontières culturelles, avec des techniques d'assemblage qui sont spécifiques à la Nouvelle-Écosse, par exemple. Mais globalement, en fait, il est très difficile d'établir un consensus qui permettrait une parfaite distinction culturelle entre ces différents groupes dans le passé. Par ailleurs, ces groupes semblent s'être considérablement réorganisés après le contact avec les Européens à cause de déplacements de population, de pertes territoriales et des politiques menées par la Nouvelle-Angleterre et la Nouvelle-France. La région du Nord-Est était au XVIIe et XVIIIe siècle politiquement complexe, où les territoires autochtones changeaient très souvent. Et, euh, mais malgré tout, l'archéologie suggère une connexion de longue durée entre des populations et certains lieux. Autre complexité, les récits des Européens désignent les groupes natifs de la période du contact, soit par des noms de lieux, soit par des noms utilisés par d'autres populations autochtones déjà rencontrées. Eh oui. On trouve ainsi dans les textes la présence des Almouchikois, des Etchemins et des Souriquois. Alors, Almouchikois, ça pourrait être issu d'un terme utilisé par les Micmacs pour parler des Abénakis et signifierait le peuple chien. Donc, il s'agit manifestement d'un terme péjoratif qui montre le mépris pour les Abénakis avec qui ils étaient en guerre à l'époque du contact. Ok. Les Souriquois désignent les Micmacs et les Etchemins correspondent aux Passamaquoddy et aux Malécites qui étaient aussi en guerre contre les Almouchikois au début du XVIIe siècle. Une autre conséquence du contact, c'est l'introduction de maladies européennes qui ont eu un effet dévastateur. À partir du XVIIe siècle, les traversées de l'Atlantique sont plus rapides qu'au siècle précédent, où la durée du voyage servait en quelque sorte de période de quarantaine. De plus, les contacts sont de plus en plus rapprochés et réguliers entre autochtones et européens avec le commerce des fourrures. Il reste difficile de connaître quelles étaient les maladies introduites dans la région et de fixer un bilan humain. La démographie, avant le contact, elle est encore mal comprise. L'archéologie permet d'apporter des éléments de réponse, mais ça reste à ce stade hypothétique. Ainsi, il est probable qu'avant la période du contact, la région ait été marquée par une croissance démographique assez modérée. Les missionnaires européens du XVIIe siècle estiment dans les textes la population Micmac, par exemple, avant le contact, à 3500 personnes. Alors c'est une estimation qui est établie au regard de ce qu'il restait déjà comme population Micmac à ce moment-là, et qui devait déjà être inférieure à 3500. Mais 3500 habitants, ça paraît bien trop sous-évalué selon la recherche contemporaine. Une estimation plus raisonnable en extrapolant les données archéologiques et en se basant sur les sources ethno-historiques place la population Micmac pré-contact autour de 15 000 individus. Autour de 20 000 personnes au total dans l'actuel Maine et plusieurs dizaines de milliers pour l'ensemble de la population autochtone de la région Atlantique Nord-Est. Ok. Alors la densité de population aurait été relativement faible, ce qui est cohérent pour des groupes de chasseurs-cueilleurs. Mais dans ces conditions, la chute démographique provoquée par les épidémies venues d'Europe au XVIIe siècle a vraisemblablement eu un effet absolument catastrophique sur la démographie. Les descriptions les plus précoces des populations locales, comme celle de l'explorateur Giovanni da Verrazzano, au début du XVIe siècle, indiquent que les Wabanaki, au moment du contact, portaient des manteaux en fourrure fabriqués à partir de plusieurs espèces, souvent jetés sur une épaule et accompagnés d'un pagne en peau. Une ceinture en cuir permettait à la fois de maintenir les vêtements et de servir de support pour glisser divers objets, ainsi que de petites pochettes, notamment pour le tabac ou autre. Ils portaient également des jambières et des mocassins. Et on retrouve en fait ce type d'habits et de tenues dans des poupées traditionnelles qui sont toujours conservées dans les musées. D'après le récollet du XVIIe siècle Chrétien Leclerc, les tenues traditionnelles continuent d'être portées à ce moment-là. Il détaille, je cite, « Leurs manteaux sont amples et larges. Les manches ne sont pas attachées au corps, mais sont séparées et reliées par 2 lanières, laissant une ouverture au centre pour le passage de la tête. L'une de ces manches tombe devant et ne couvre que la moitié du bras, tandis que l'autre retombe en arrière et recouvre entièrement les épaules. Les manteaux des femmes ne diffèrent en rien de ceux des hommes. Pour leurs vêtements, elles utilisent une couverture blanche ou rouge qui tombe des épaules jusqu'au milieu des jambes sous forme de tunique. Elles en enveloppent leur corps et le cintre d'une ceinture ornée de perles et de wampum. »
En règle générale, ils vont tous tête nue. Très souvent, ils se fabriquent une sorte de couronne avec 2 ailes de l'oiseau qu'ils ont tué lors de leur chasse. Mais ils n'ont jamais utilisé de chapeau ou de bonnet avant que les Français ne leur en aient donné l'usage. Les coupes de cheveux servent aussi de marqueurs de groupe. Par exemple, les hommes almouchikois garderaient leurs cheveux courts, tandis que les hommes etchemins préféreraient un chignon porté sur le sommet de la tête. Et certains souriquois se teignaient les cheveux en noir avec de la graisse. Le mode de vie des Wabanaki tourne autour de la chasse, de la pêche et de la cueillette, complété par de l'horticulture, c'est-à-dire de l'agriculture à très petite échelle. Et à l'époque du contact, certaines populations commençaient à se sédentariser en développant l'horticulture et en plaçant des villages fortifiés sur des sites stratégiques. Outre le maïs dans les régions plus à l'ouest, c'est le haricot sauvage qui semble avoir une place prépondérante à l'est. Cependant, à ce jour, ni les sources historiques, ni l'archéologie ne permettent de savoir si les jardins étaient seulement entretenus pour être récoltés à certaines périodes de l'année, ou si les plantes étaient activement plantées et cultivées. Les habitations Wabanaki sont en fait des cabanes coniques recouvertes d'écorces de bouleau qu'on appelle des wigwams. Donc ces structures, elles étaient montées par les femmes et servaient de maison pour les familles. Bien qu'il y ait eu peu d'écrits sur l'intérieur de ces habitations, elles semblaient aménagées avec un espace pour les hommes d'un côté et un pour les femmes de l'autre, avec des places spéciales réservées aux invités ou aux aînés. Le site Micmac de Port-Joli, en Nouvelle-Écosse, illustre cette caractéristique où dans les habitats fouillés, les artefacts sont organisés avec des céramiques et des grattoirs d'un côté et des bifaces et des éclats de silex de l'autre. À l'intérieur des wigwams, les gens dormaient sur des nattes ou des lits de branches. Près du centre se trouvait un feu dont la fumée était évacuée par un trou situé au sommet de la structure. Le sol était recouvert de tapis d'écorce facilement transportables lors des déplacements ou pour les expéditions de chasse, de pêche ou de guerre. Ok. En hiver, les murs intérieurs des wigwams étaient recouverts de peaux d'ours ou de cervidés pour garantir l'isolation. Plusieurs wigwams forment un village et certains étaient fortifiés par des palissades, notamment ceux proches des territoires Mohawks. La confédération iroquoise représentait une menace pour les Wabanaki. Un autre modèle présent est celui du village dispersé, c'est-à-dire l'occupation d'un vaste territoire par plusieurs petits regroupements espacés d'habitations, mais qui s'organisent politiquement et socialement comme un seul village. L'habitation individuelle ou familiale reste l'unité principale, mais il existe donc diverses structures politiques permettant à ces unités de se regrouper périodiquement à des fins économiques ou alors à des fins rituelles. Autour de ces regroupements résidentiels se trouvent à de courtes distances des sites spécifiques liés à des ressources ou à des activités. En automne et en hiver, la principale activité, c'est bien sûr la chasse. Les familles quittaient les villages pour suivre le gibier. Chaque famille avait ses propres zones de chasse dans lesquelles elle montait un camp temporaire. Donc, ce sont les hommes et les fils suffisamment âgés qui partent traquer le gibier, en portant notamment des raquettes pour pouvoir marcher dans la neige. Les proies les plus courantes étaient le cerf, le porc-épic, le wapiti, l'élan ou le caribou, et les chasseurs pouvaient porter des peaux de cervidés pour tromper les animaux. L'ours pouvait également faire partie des proies chassées. Et en plus des flèches, des pièges étaient régulièrement utilisés pour la chasse. Pendant ce temps, les femmes travaillaient au camp, entretenaient le feu, cuisinaient et stockaient la nourriture, tannaient les cuirs, cousaient les fourrures et fabriquaient des contenants. Les filles devaient apprendre ces métiers dès leur plus jeune âge. Au printemps et en été, les différentes familles retournaient à leur site d'occupation permanent le long des rivières ou aux embouchures des rivières sur la côte. Au début du printemps, la sève des érables était récoltée, puis bouillie pour en faire du sirop d'érable. Et c'est également à ce moment que sont entretenus ou cultivés les jardins. Mais même pendant les mois les plus doux, la chasse était pratiquée, tout comme la pêche d'ailleurs, qui se fait au harpon ou au filet. Les populations vivant plus à l'ouest, comme les Penobscot, faisaient souvent un voyage estival jusqu'à l'océan Atlantique pour permettre en fait de varier leur régime alimentaire
en l'enrichissant de poissons, de coquillages, de homards, de crabes et même peut-être de phoques. Les Et ressources océaniques étaient également exploitées tout au long de l'année par les Micmacs qui étaient établis sur la côte. Des chasses à la baleine depuis un canoë avec des arcs et des flèches étaient aussi parfois menées, tout comme la récupération de baleines échouées. Et d'ailleurs, les os de baleines pouvaient également servir d'ossature pour les wigwams. incroyable. Ouais, Ils se fight contre des baleines. c'est clair. Mais en fait, du coup, c'est vraiment je me permets, hein, c'est vraiment des vrais semi-nomades chasseurs-collecteurs, quoi, en fait. C'est vraiment C'est exactement ça. c'est le concept. Et juste, je fais un aparté parce que je suis bluffé. Il y a des porcs épics en Amérique, je savais pas. Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, j'en Et ai pas parlé, mais en fait, il y a plein de signes de reconnaissance en fait, sur les vêtements avec des épines de porc-épic qui ok. sont disposées de certaines manières. Et Et c'est marrant c'est parce qu'ils ressemblent pas du tout aux porcs épics qu'on a l'habitude de voir. Que le porc épic qu'on connaît, il vit normalement en Asie slash Inde, je crois. Et là, vraiment, le oui, porc oui, oui. épic américain, il a une tronche Oui, c'est un qui est peu comme pas une du tout. marmotte avec On des dirait exactement, des ouais, des une des marmotte avec des gros poils et des pics, quoi. c'est clair, C'est hilarant. Enfin bref, allez voir. Franchement, c'est génial. Enfin, moi, je te rends l'antenne. ça marche. Alors le site de Port-Joli illustre en fait ce mode de vie avec une population croissante vivant toute l'année sur la côte, chassant le cerf et divers oiseaux et pratiquant la pêche et utilisant des os de baleine. Lors de la saison froide, des déplacements avaient lieu vers le sud et lors de la saison chaude, des expéditions étaient menées sur les îles au large. Alors chaque groupe familial est, comme dans la plupart des groupes de chasseurs-cueilleurs, constitué d'un couple et leur enfant, mais aussi de proches comme les parents, les frères et sœurs, les cousins et les beaux-parents. En principe, ces groupes étaient sans doute patrilinéaires, mais en pratique, ils pouvaient tout aussi bien être définis à la fois par des liens paternels et aussi des liens maternels. Ainsi, après le mariage, les nouveaux couples pouvaient vivre pour une courte période au service de la famille de la mariée, mais étaient généralement patrilocaux, donc c'est-à-dire résidant dans le groupe du père de l'époux. Les mariages sont exogames, ce qui permet de renforcer les relations entre plusieurs groupes. Diverses sources attestent des rassemblements de groupes au printemps et en été, dans des lieux où les ressources étaient abondantes pour les exploiter, mais aussi permettre la formation de futurs couples. Et ce type de regroupement était probablement un événement régulier avant la période du contact. De plus, beaucoup de groupes se retrouvaient une fois par an pour des célébrations et des festivités communes, servant ainsi de cadre de rencontre aux différents chefs. La question demeure à savoir si les organisations politiques complexes sont apparues avant le contact ou en réaction au contact, notamment comme une réponse potentielle à la pression qui est mise sur le contrôle des routes commerciales pour la fourrure et les biens européens. L'anthropologue Regna Darnell explique que les groupes mobiles sont toujours difficiles à conceptualiser avec des termes qu'on a l'habitude d'appliquer aux groupes sédentaires, comme notamment ceux qui se retrouvent dans les descriptions des récits européens, par exemple le terme de royaume ou même le Eh terme oui. de village par exemple. Ouais. À la place, l'organisation, en fait, il faut l'imaginer comme étant plus malléable et elle aussi du coup entre expansion et repli selon les relations entre les groupes et aussi les ressources disponibles et exploitables. Du coup, elle parle de modèle en accordéon. Et l'avantage d'un tel modèle, c'est que en fait, il est extrêmement flexible et il s'adapte à diverses situations, notamment face à l'incursion européenne. Cependant, il est clair que la Confédération Wabanaki a été fondée au XVIIe siècle en réponse aux agressions européennes et en particulier britanniques. Mais il s'agissait d'une formalisation d'alliances et de relations préexistantes, dont beaucoup étaient bien plus anciennes. Par exemple, dès 1604, est mentionné par Samuel de Champlain que la majeure partie de la population autochtone du Maine faisait déjà partie d'une sorte d'alliance transcendant les différents groupes de la région sous l'autorité d'un chef supérieur dont on a le nom, qui se serait appelé Bachabès, qui était le leader principal d'une alliance de 23 sagamores, donc c'est-à-dire des chefs de village, contrôlant 11 rivières et qui préfigure probablement en fait la confédération Wabanaki. L'appartenance à un groupe est fluide, avec une forte mobilité des populations dans la région.
De fait, les décisions politiques devaient nécessairement se baser sur le consensus plutôt que la contrainte. Les dirigeants politiques étaient souvent des membres âgés, avec une bonne connaissance des rituels et des pratiques religieuses, notamment liées à la chasse. Mais pour être reconnus comme chefs, ils devaient aussi faire preuve de charisme, prouver leur talent pour résoudre des différends, subvenir aux besoins des nécessiteux et maintenir des ressources collectives du groupe, tant matérielles qu'immatérielles. La tradition orale des Passamaquoddy, qui a été consignée en partie à l'écrit à la fin du 19e siècle, permet d'entrevoir comment s'organisait la confédération Wabanaki. À sa tête se trouvaient 4 chefs élus et investis par les 4 groupes principaux, Malécite, Micmac, Passamaquoddy et Penobscot. Lorsque les conseils de la confédération se réunissaient, les 4 représentants s'asseyaient face à face, formant un rectangle autour d'un wampum, c'est-à-dire une ceinture filée de perles de coquillage, dont la composition est faite pour rappeler la ratification de l'Alliance. Les wampums étaient utilisés par les Algonquiens de l'Est et les Iroquoiens à des fins cérémonielles et diplomatiques. Ils représentaient des sortes d'archives pour commémorer des événements spéciaux, comme des traités ou des rites. Ils peuvent aussi être des biens offerts ou échangés, ce que vont très bien comprendre les Européens. Peu à peu, les wampums sont fabriqués avec des perles de verre européennes et les colons néerlandais et anglais fabriquaient aussi des wampums pour commercer avec les autochtones. L'objet devenant une forme de monnaie d'échange peu coûteuse pour les colons. Les wampums Passamaquoddy, dont les contenus ont été transmis par tradition orale, indiquent ainsi le rite à observer lorsqu'un chef meurt et les obligations et devoirs de réciprocité entre les groupes confédérés. Il est également souligné la tenue de bonnes relations afin d'éviter que la confédération ne se polarise autour d'un sujet et une insistance sur des devoirs de loyauté afin d'empêcher les conflits internes. Les conseils de la Confédération se tenaient dans les principaux villages des différents groupes. Ainsi, à l'issue de la réunion des 4 représentants, se déroulaient des cérémonies formelles, des visites de toutes les maisons du village, des festivités avec des repas et des danses, des prières et des compétitions sportives. C'étaient également des moments privilégiés pour négocier des mariages, et ces réunions garantissaient un cadre permettant la recherche de consensus autour de décisions importantes. Alors il y a d'autres confédérations algonquiennes qui existaient en parallèle de celle des Wabanaki, comme par exemple la confédération Wapinger ou la confédération Powhatan. Comparé à la confédération iroquoise qui possédait un système complexe de lois régissant les interactions entre les nations, les confédérations algonquiennes avaient une structure plus lâche, centrée sur l'essentiel qui est le commerce et l'entraide militaire. Un autre trait culturel commun aux Wabanaki, c'est leurs rites funéraires, qui sont assez bien connus grâce à l'archéologie. Alors il faut dire que l'excavation des tombes de la région, c'est pas quelque chose de nouveau. Les Européens pillent depuis le XVIIe siècle les sépultures autochtones pour en récupérer les métaux précieux et les fourrures. Alors elles contiennent d'ailleurs souvent une variété d'objets métalliques européens et d'objets en cuivre natif. Les restes humains, eux, sont souvent placés sur de l'écorce ou de la peau. Alors, il s'agit probablement d'espaces d'inhumation secondaires dans lesquels les ossements étaient enterrés en tas après leur décomposition. Et selon Chrétien Leclerc, les Micmacs plaçaient les individus décédés dans des arbres près des rivières. Je cite un extrait. « Ceux de son wigwam l'enveloppent avec soin dans des écorces peintes en rouge et en noir. Ils le placent sur les branches d'un arbre sur le bord d'une rivière et construisent autour de lui, avec des bûches, une sorte de petit fort, de peur qu'il ne soit déchiqueté par des bêtes sauvages ou des oiseaux de proie. » Alors il y a d'autres inhumations qui étaient probablement primaires, comme par exemple il y a une tombe du XVIe ou XVIIe siècle à Pemaquid dans le Maine, où il y a une femme et un enfant qui ont été enterrés ensemble. Ok. Alors l'aspect le plus caractéristique des sépultures, c'est leur tendance à être associées à des chaudrons en cuivre européen qui ont été rituellement brisés à leur base. En fait, c'est un exemple concret d'une intégration d'un objet européen dans un cadre culturel différent.
Pour les Européens, il s'agit d'un banal objet commercial, là où il prend une valeur symbolique et rituelle dans le contexte funéraire des populations locales. Mais la dernière image Ok. un dessin de chaudron européen. Ok. Alors tout à l'heure, j'ai parlé de cuivre natif. Natif dans le sens métal composé d'un corps simple, donc pas associé à d'autres métaux. C'est par exemple le cas si on pense à une pépite d'or. C'est associé à aucun autre métal, dans ce cas on dit que l'or est natif. Le cuivre, c'est un métal qui est utilisé depuis longtemps et qui a joué un rôle important chez les peuples autochtones. Il était échangé sur de longues distances depuis des sources situées dans l'ouest, parfois peut-être aussi loin que les Grands Lacs. Et le cuivre natif a continué à être utilisé dans des contextes funéraires après le contact. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que les chaudrons en cuivre européen ont possiblement été transportés le long des mêmes routes commerciales que le cuivre natif. Donc les deux, en fait, ont dû se croiser. Ça devait être les mêmes routes qui transportaient les cuivres dans les deux sens. Les chaudrons, ils sont rapidement devenus une technologie cruciale pour les populations autochtones, étant donné qu'il s'agit de contenus durables, légers et parfaitement adaptés au mode de vie de chasseurs-cueilleurs. Jusque-là, les contenants étaient en céramique, donc plus fragiles, ou en vannerie ou en bois. Au niveau du reste de la technologie, les populations de la région ont principalement une industrie lithique pour la production d'outils en silex et de céramique qui semble plus ou moins continue dans les périodes avant ou après le contact, malgré les apports européens. En fait, de la même manière, les modes alimentaires semblent être restés les mêmes, avec des efforts pour les maintenir, même lorsque les populations ont été contraintes par les Européens à se déplacer et quitter leurs terres. Et dans certaines parties du territoire Wabanaki, les wigwams ont continué à être l'architecture dominante jusqu'au milieu du 19e siècle. Ok. C'est la référence à la photo Ouais. des wigwams où on voit que c'est une photo qui est plutôt récente. Qui se Oui, situe c'est quand clair. même. Ouais. Bah déjà, c'est une photo en fait. Donc. Déjà, c'est une photo. Mais du coup, en Ouais. fait, au niveau archéologique, ça devient très difficile de distinguer les sites archéologiques du XVIe siècle des sites plus récents, Et oui. ce qui témoigne en même temps d'une forte volonté à maintenir une continuité culturelle de la part de ces populations. Malgré la venue des missionnaires et la conversion des groupes Wabanaki au catholicisme, il existe aussi des traces de continuité religieuse, qui se retrouvent pas tant dans les pratiques que dans la cosmologie, c'est-à-dire la manière dont est perçu le monde. Lors du contact européen, les populations Wabanaki avaient un système de cosmologie semblable à celui des autres chasseurs-cueilleurs algonquiens. Les éléments archéologiques suggèrent un fond de croyance généralement partagé par de nombreuses cultures du nord-est de l'Amérique du Nord. Et dans ce système, les notions du naturel et de l'immatériel sont floues, offrant une manière d'appréhender le monde et d'être dans le monde qui est complètement étrangère aux populations occidentales, mais qui est commune parmi les chasseurs-cueilleurs. La cosmologie algonquienne, elle était construite et animée en grande partie en termes de relations entre humains et animaux, et en particulier des animaux surnaturels ou des gardiens du gibier. Des sortes de personnes qui ne sont pas humaines, dont les interactions avec elles devaient être traitées comme des relations sociales, complexes, avec des obligations et des rites, afin que les gardiens du gibier continuent à fournir des animaux pour la nourriture et faciliter le bien-être des familles et des groupes humains. Par exemple, la chasse n'était pas simplement perçue comme l'interaction immédiate entre le chasseur et sa proie, mais au contraire, en fait, c'est des pratiques appropriées, régulières dans le temps, qui garantissaient que les chasseurs continuent à être approvisionnés en animaux et que chacun puisse vivre en sécurité. L'observance de tabous liés au genre, le traitement respectueux des animaux morts et le respect des relations interpersonnelles, c'était essentiellement des moyens pour les Wabanaki d'agir selon leur cosmologie. Des pratiques religieuses plus élaborées comme des rites spécifiques, des bains de vapeur ou le traitement des corps humains morts pouvaient compléter les activités quotidiennes ou servir à résoudre des crises. Et nombre de ces rites impliquaient des restes et ossements d'animaux plus ou moins spécifiques. Il y a un exemple
assez intéressant. Mhm. C'est les fouilles du village Micmac de Métépenagiag. J'espère que j'ai bien Ok. prononcé. Métépenagial. Métépenagiag. Ok. G-I-A-G à la fin. Alors c'est au Nouveau-Brunswick, et en fait ces fouilles démontrent que les habitants entretenaient une affinité avec l'esturgeon depuis plus de 2000 ans avant le contact, avec une abondance de restes d'esturgeon associés notamment à des sépultures. La tradition orale et les récits ethnographiques soutiennent cela en indiquant que l'esturgeon était un totem qui se retrouvait sur les canoës. Et par ailleurs, ce totem serait propre à ce village-là, puisque les autres groupes plus proches semblaient avoir d'autres symboles, comme celui d'un homme tirant à l'arc et un castor par exemple. Et bien que l'esturgeon il ait disparu localement en 1980, l'attachement à cet animal perdure dans l'histoire et la mémoire collective de Métépenagiag. Je cite l'anthropologue ayant étudié le site: l'histoire des Micmacs de Métépenagiag et leurs ancêtres et celle de l'esturgeon ne peuvent être comprises isolément l'une de l'autre. Chacune a façonné et en retour a été façonnée par l'autre dans une relation intime qui a duré des millénaires. Alors il y a d'autres animaux qui semblent avoir revêtu une importance significative sur de vastes territoires et sur de longues périodes. C'est le cas de l'ours par exemple, probablement en raison de son anthropomorphisme, c'est une Eh créature qui oui. est quand même physiquement proche de l'être humain et qui occupe une place importante dans la cosmologie algonquienne. C'est aussi le cas du requin, dont les dents se retrouvent en contexte funéraire depuis au moins le 3e millénaire avant notre ère, jusqu'à la période du contact. Et ces prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire, ils peuvent être perçus comme semblables aux êtres humains, vu qu'ils chassent les mêmes proies et se retrouvent dans les mêmes environnements. Il y avait aussi des affinités locales pour certains animaux spécifiques, à travers par exemple des sortes d'amitié animale. Dans ce cas, un chasseur ou un groupe de chasseurs entretenait une relation privilégiée avec un animal particulier, souvent une proie qu'il réussissait particulièrement bien à chasser. Lorsqu'un chasseur impliqué dans une telle relation décédait, ce lien avec l'animal pouvait être transmis à condition que sa famille ou son groupe fasse les offrandes appropriées à ses funérailles et accorde une attention particulière aux actions rituelles autour de l'animal en question pendant une période précise suivant la mort du chasseur. Alors en fait, tout ça, ça a contribué à forger des identités culturelles des différents groupes jusqu'à l'arrivée des colons et des missionnaires. En Nouvelle-Écosse et dans le golfe du Maine, les Micmacs, les Passamaquoddy et les Malécites se servaient de leur position avantageuse le long de la côte au XVIe et XVIIe siècle pour devenir les principaux intermédiaires du commerce naissant de la fourrure, ce qui modifie leurs pratiques traditionnelles. Ainsi, par exemple, ils adoptent rapidement l'utilisation de chaloupes, c'est-à-dire de petits voiliers européens à un mât, dont ils se servent pour la navigation fluviale et le long des côtes, permettant de contrôler le commerce des fourrures jusqu'à l'intérieur des terres. Ok. Traditionnellement, les populations autochtones du Nord-Est, elles utilisent des canoës en écorce de bouleau, des pirogues monoxyles ou des bateaux en peau. Et tandis que les explorateurs français se mettent tout juste à adopter ces types d'embarcations pour le Mhm. commerce, les Micmacs avaient déjà maîtrisé l'usage des chaloupes européennes dès la fin du XVIe siècle. Et le gros avantage de la chaloupe, c'est bien sûr sa taille et sa capacité à Eh emporter oui. une cargaison bien plus grande que les canoës, ainsi que plus d'hommes pour mener des raids, comme en témoigne par exemple l'attaque Micmac menée par le sagamore Membertou sur les Almouchikois en 1607. Ok. De plus, les connaissances des autochtones des voies fluviales pardon, on va la refaire. De plus, les connaissances des autochtones des voies fluviales leur permettaient de piloter ce type de navire bien mieux que les Européens eux-mêmes. Et ça, en fait, ça a favorisé la circulation et la transmission des biens et objets acquis par le contact, comme des outils et des armes en métal, et d'asseoir leur contrôle sur la région du Nord-Est. Les chaloupes sont parfois décorées aussi comme des canoës avec des totems. L'adaptation et la maîtrise de cette technologie, ça a contribué à faire des Wabanaki des alliés ou des adversaires redoutables pour les Européens. Les colons anglais s'installent dans le Maine à partir des années 1620. Ils viennent principalement de la colonie de la baie de Massachusetts ou d'Angleterre et commencent à établir une industrie agricole dans la région.
Les Français, eux, cultivent la baie de Fundy, en Acadie, dans les années 1630. Mais dès les décennies précédentes, les Français armaient déjà les Wabanaki de pointes de lance et de Hmm. flèches en fer, et d'épées, de sabres et de mousquets pour les guerres internes, dans le but de développer des relations commerciales. Les premières alliances se font avec les Micmacs, opposés aux Abénakis, puis s'élargissent aux Malécites, qui servent de guide aux expéditions de Champlain dans les années 1600. L'envoi de missionnaires remonte aux années 1620, et c'est à partir de ce siècle que débutent les guerres ouvertes entre les populations autochtones et les Européens dans le nord-est, avec la guerre des Pécotes de 1636 à 1638, qui marque la fin des espoirs de cohabitation et d'une économie pacifique, et qui introduit définitivement les conflits coloniaux dans la région. Les Français et Anglais ont des objectifs coloniaux différents. Les premiers sont motivés par le commerce des fourrures et la pêcherie et souhaitent développer le commerce avec les populations autochtones, tandis que les Anglais s'installent sur ces terres pour y exploiter l'agriculture, qui aboutit fatalement à un conflit ouvert avec les populations autochtones qui se font peu à peu voler leurs terres. Eh oui. Avec l'établissement d'une alliance des Français avec les Inuits plus au nord, sédentaires et pratiquant l'agriculture, en fait, ça leur permettait d'assurer le ravitaillement, le ravitaillement des Français lors de leur tentative d'implantation de colonies pérennes. Mais du coup, les alliances avec les Wabanaki se détériorent fortement dans les années 1640. Et ce sont les missions jésuites qui permettent de maintenir de bonnes relations. La religion catholique prend une place croissante dans les croyances autochtones et les missionnaires prennent peu à peu le rôle de figure spirituelle pour les communautés. Sous la pression de la Confédération j'arrive plus à prononcer. En même temps, il y a tellement de mots de langues différentes que Alors. c'est toujours compliqué. C'est sûr. Donc sous la pression de la Confédération Haudenosaunee, donc les Iroquois, ennemis Mhm. des Wabanaki et en commerce avec les Anglais, qui intensifient les attaques dans la région, les Français parviennent à former un front solide avec leurs alliés algonquiens dans les années 1650. Surtout que leurs alliés Wendat sont déjà tombés face aux Haudenosaunee. À partir de là, les Wabanaki, à la frontière de la Nouvelle-France, sont fortement armés par les Français. L'Acadie est conquise par les Anglais en 1654, au plus fort des guerres franco-iroquoises, qui affaiblissent pour un temps les Français. Mais à partir de 1670, la France reprend l'Acadie et l'alliance avec les Wabanaki prend alors une importance capitale. Les relations sont consolidées, notamment par des mariages, comme celui de l'officier français Jean-Vincent d'Abadie de Saint... Ok. Jean-Vincent d'Abadie de Saint-Castin, les Français aussi ont des noms compliqués, se marie avec Pidiansk ou Piliwa-Miska, qui est la fille du sagamore Penobscot Madokawando. Mais cela divise certaines communautés et se forment alors des factions pro-anglaises, déclenchant une série de conflits internes. De 1675 à 1678, la guerre du roi Philippe se déroule du sud de la Nouvelle-Angleterre jusqu'en Nouvelle-Écosse, opposant les Anglais aux Français et à leurs alliés algonquiens. Les colons anglais mènent en effet une politique intransigeante face aux Wabanaki en s'emparant de leurs terres pour les cultiver, tout en anéantissant les ressources de gibier nécessaires à leur subsistance. Il en résulte un exode massif de population vers le Canada qui réduit considérablement la présence autochtone en Nouvelle-Angleterre. À C'est partir presque une politique de terre brûlée, en fait, d'une certaine manière. C'est assez. Ouais, mais répandu dans le temps. Ouais, c'est ça, c'est sur une échelle qui est très 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 longue. Ouais. Et j'avais une autre question qui me venait en tête. En gros, les Français, c'est un peu comme s'ils utilisaient les natifs comme des boucliers d'une certaine manière, parce que t'as dit que les Wendat étaient plus ou moins leurs premiers alliés. Et ensuite, par la suite, quand les Hurons-Wendat sont éliminés, du coup, c'est les Algonquiens qui prennent un peu le relais d'une certaine manière. En fait, c'est deux visions différentes. Je crois que je développe. Ok, pardon. Sinon, on pourra développer à la fin. Mais c'est vrai que pour le coup, c'est deux visions coloniales qui sont très très différentes Ouais. et qui s'opposent. Mais comme pour la France antarctique, en fait, c'est un peu le même principe. C'est des visions différentes à chaque fois. Particulier. Ouais. Du coup, à partir de là, donc à partir des années 1670-1680,
La frontière coloniale contestée entre Anglais et Français se concentre dans le sud et l'ouest du Maine. En 1689, les Wabanaki et les Français dévastent la frontière nord de la Nouvelle-Angleterre. Mais l'Acadie est à nouveau cédée aux Anglais en 1713 lors du traité d'Utrecht. Tandis que les Anglais considèrent les populations autochtones sur leurs terres, sur les terres de la Nouvelle-Angleterre comme des sujets de la couronne britannique, la France, si elle ne reconnaît pas entièrement la souveraineté autochtone, les considère davantage comme des partenaires commerciaux et une force de combat potentielle et mobilisable, qu'il est nécessaire de contrôler sans pour autant l'assujettir. Ainsi, en 1725 par exemple, 4000 livres sont alloués à la distribution annuelle de cadeaux, en nourriture, marchandises de toutes sortes, des fusils, des munitions et d'autres armes, afin de pouvoir justement maintenir ces alliances. Et ce montant, en fait, il augmente d'année en année jusqu'à la défaite de la France en Amérique du Nord. Il y a des places fortes qui deviennent des centres où se déroulent des cérémonies de distribution d'armes et de biens, souvent combinées avec l'attribution de titres et de médailles pour mobiliser le sens de l'honneur et du prestige des Wabanaki. Et à mesure que les guerres coloniales progressent, les Français deviennent de plus en plus dépendants de la Confédération Wabanaki, qui a pour effet que les attentes des Wabanaki sont prises très au sérieux. Par exemple, il y a une délégation Penobscot à Québec en 1702 qui était plus intéressée à obtenir des marchandises à un prix équitable qu'à prendre les armes contre les Anglais. Et du coup, les Français ont donc cédé à toutes leurs exigences pour s'assurer de leur soutien. Oui. Il se forme également des communautés catholiques Wabanaki, la plus célèbre étant à Norridgewock, dans l'ouest du Maine, où en 1724, les forces anglaises attaquent et détruisent le village et tuent ses habitants, forçant les populations locales à quitter leurs terres. Le flux de réfugiés vers la région du Québec continue par vagues successives jusqu'à la défaite finale de la Nouvelle-France en 1763, avec des exodes particulièrement importants en 1722-1725 lors de la Deuxième Guerre anglo-wabanaki et en 1744-1745 pendant la guerre de George II. Il y a des villages entiers Wabanaki qui sont ainsi déplacés, accompagnés par les Jésuites, tandis que les combats continuent jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. À plusieurs reprises, les Wabanaki se retrouvent seuls face aux Anglais, comme lors de la Deuxième Guerre anglo-wabanaki, où la France et l'Angleterre étant en paix, les Français ne peuvent répondre à l'appel de leurs alliés attaqués que par l'envoi d'armes et de munitions et non de troupes, ce qui aide pas trop entre les relations. C'est clair. Charles de Beauharnois de la Boiche, gouverneur général de la Nouvelle-France de 1726 à 1747, décrit en fait cette relation ambiguë avec les Wabanaki. Je le cite, « Il est très important de maintenir les Indiens attachés comme ils l'ont toujours été à la France. Les Anglais ont été dissuadés de fonder des colonies en Acadie uniquement par la crainte de ces Indiens. Et bien que ces derniers gênent parfois les Français, dont ils emportent de temps en temps, même publiquement, le bétail pour leur subsistance, les Français ne sont pas fâchés de les voir résider dans la province et eux-mêmes, en quelque sorte, sous leur protection. » Il y a une autre pratique de maintien des alliances par les Français qui suscite l'inquiétude de certains observateurs au XVIIIe siècle. Et en effet, comme on a pu en parler dans ma chronique sur les truchements, il existe toujours cette tradition particulière avec les colonies françaises dans le Nouveau Monde qui remonte au XVIe siècle. Et contrairement aux nations d'Europe, il est très courant que des Français laïcs vivent dans des communautés autochtones et adoptent leur mode de vie, leurs coutumes, voire s'intègrent davantage jusqu'à se marier, fonder des familles et parfois renoncer à la religion catholique. Il y a une lettre qui est écrite par un certain Monsieur de la Varenne qui démontre à quel point cette situation, elle est toujours autant source de polémique comme elle a été depuis le Brésil avec les Tupinambas, en Floride ou au Canada. Je le cite, « Ce qui a au moins une part égale dans l'attachement des sauvages à notre parti, c'est la connivence ou plutôt l'encouragement que le gouvernement français a donné aux habitants de la Nouvelle-France pour qu'ils tombent dans le mode de vie sauvage, se répandent parmi les nations sauvages,
où ils adoptent leurs manières, errent dans les bois avec eux et deviennent aussi habiles chasseurs qu'eux-mêmes. Tout au long de ces périodes, malgré de profonds bouleversements, l'archéologie permet de mettre en évidence une continuité culturelle profonde parmi les populations du Nord-Est qui sont parvenues à conserver leur identité culturelle malgré les ravages de la colonisation. Les Wabanaki ont toujours tenté de conserver leur autonomie et leur souveraineté malgré les intérêts des colons européens. Par exemple, Sogaram, un chef Penobscot de la première moitié du XVIIIe siècle, proclame que son peuple demeure libre de l'influence coloniale en essayant de préserver les intérêts de son groupe face aux Anglais et aux Français. Il y a aussi certaines communautés qui ont continué à combattre les Anglais jusqu'à la défaite finale de la France, confirmée par le traité de Paris de 1763, qui marque la fin de la Nouvelle-France. Globalement, la réduction des hostilités, elle est due à l'épuisement de guerre des autochtones plutôt qu'à l'abandon des luttes pour leurs droits. Par exemple, le chef Abénaki Atekwando du village d'Odanak en 1752 remet en cause l'autorité des Britanniques sur les terres Abénaki et dit, je cite, « Nous vous interdisons très expressément de tuer un seul castor ou de prendre un seul bâton de bois sur les terres où nous vivons. Si vous voulez du bois, nous vous le vendrons, mais vous ne l'aurez pas sans notre permission. » Bon, malheureusement, ça aboutit à de nouvelles vagues de violences coloniales, comme en 1765 avec l'assassinat du chef de Norridgewock, Nodoga Werimet, qui a été tué du coup et ses affaires volées par des chasseurs anglais qui Ok. n'ont jamais été appréhendés, malgré le fait que la communauté de Norridgewock avait constamment œuvré pour une coexistence pacifique avec les Britanniques. D'autres chefs, comme le Penobscot Wennemwet, avaient choisi de ne pas prendre parti ni pour les Français ni pour les Anglais, tout en négociant des relations commerciales avec les deux. Mais ce type d'initiative, c'est souvent très mal perçu et sapé par les colons. Tout comme d'ailleurs les tentatives d'alliance avec d'autres groupes autochtones, qui auraient pu Oui. freiner la colonisation européenne. Et les Français étaient tellement préoccupés par ça, en fait, qu'ils ont fini par conditionner les déplacements des Wabanaki hors de leur terre à la présence de représentants français. Et en fait, il y a un exemple concret qui illustre bien ça, c'est en 1720, les Wabanaki et les Iroquois se rapprochent et se lancent dans des négociations en vue d'établir une alliance. Et Ah ouais. immédiatement, c'est interrompu par les Français, qui voyaient en fait se dessiner là, dans ce rapprochement, juste la fin de leur colonie. Et en effet, en fait, si on allie les deux confédérations autochtones les plus puissantes de la région, ben, ça aurait sûrement été la fin de la Nouvelle-France prématurée. Qui pourrait faire un bon point de divergence pour Ouais, de excusez, l'histoire une belle alpine. chronique, ouais. De nos jours, les Abénakis vivent dans la région de Québec et les Passamaquoddy et les Penobscot ont des réserves dans le Maine. Les Micmacs sont intégrés dans la société canadienne et beaucoup d'entre eux sont agriculteurs et nombreux sont catholiques. Il existe également des réserves en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick. Les Malécites ont des réserves au Nouveau-Brunswick et au Québec. Et si les descendants de ces nations sont encore là de nos jours et qu'ils n'ont eu de cesse de se battre pour leurs droits légitimes et leur identité qu'ils sont parvenus d'un certain côté à maintenir, ben, il est bon de se rappeler que ce sont nos ancêtres à nous, français et anglais, nos gouvernements de l'époque, qui ont tout fait pour les contrôler, réduire leur population et détruire leur culture, tout en se présentant Ouais. comme des civilisateurs. Du coup, regardons toujours notre passé colonial en face, pour nous rappeler que nous avons toutes et tous un devoir de mémoire en remettant au centre de l'histoire coloniale les peuples que nous avons asservis, et assumer aussi ce que cela implique pour notre propre identité culturelle à nous. Eh ben merci, c'était très complet comme toujours. C'est toujours hyper intéressant de voir justement les différents, d'avoir un autre point de vue, parce que c'est vrai que quand on apprend ça en histoire, c'est toujours la conquête, la découverte, Mais en fait, c'est ethnocentré, c'est c'est européen. ultra ethnocentré, ce qui, en fin de compte est assez logique, Oui, qu'une culture soit ethnocentrée, sauf que là quand même on a suffisamment de sources pour devoir prendre du recul et avoir un minimum de savoir-vivre et de se dire peut-être que en fait ça pourrait être intéressant de juste voir un peu l'autre pendant l'espace de au moins quelques instants, quoi. Mais c'est intéressant comme tu dis qu'on voit qu'il y a vraiment deux stratégies. Les Britanniques,
je suis presque un peu. Je suis plus choqué par la technique britannique que par la technique française. Mais après, c'est Mm. peut-être dû aussi, encore une fois, à la culture en fait en question. C'est Mais clair. cette idée vraiment d'arriver, de poser les champs, puis ensuite d'aller buter les animaux, ça se fait sur un temps tellement long, mais c'est Ouais, un c'est ça. génocide culturel, quoi, en fait. C'est ça Et qui oui, c'est clairement est. un génocide culturel, c'est sûr. C'est clair. C'est absolument effroyable. Et oui, ce que je disais tout à l'heure, c'est que tu me diras si je me trompe, mais euh, c'est cette sensation que pour les Français, il y a vraiment l'idée d'utiliser les natifs comme une sorte de bouclier contre Oui, bah là, en plus, ils gardaient l'arrivée la des frontière. Anglais. Oui, Voilà, on les met devant, on fait rien, c'est ça, et c'est eux tout à qui fait. tapent, on leur file des armes et des munitions, ils gèrent, et quand ils gèrent plus, on change de tribu, quoi. C'est C'est exactement ça. Ouais, c'est ouais. c'est très fourbe, en Ah fait. ouais, c'est hyper fou. D'un côté, t'as des mecs bourrins, et de l'autre côté, t'as des mecs fourbes. Donc franchement, c'est vrai que c'est. Et au final, les pauvres, ils se retrouvent vraiment entre le marteau et l'enclume. Et Ouais, on peut c'est vraiment comprendre pourquoi ils sont marqués par cette arrivée et pourquoi tu finis par retrouver des glyphes mmh. de bateaux dans des sites sacrés. C'est Ouais, absolument c'est incroyable. impressionnant. Ouais. C'est impressionnant, mais ce qui est le plus alors du coup, en fait, je mettrai dans les sources, il y a un ouvrage dont je me suis beaucoup servi, qui est un livre, d'archéologie, en fait, sur la région et Ok. qui est super cool. En fait, c'est toute l'histoire de la région depuis, enfin, depuis l'arrivée des premiers hommes Depuis l'arrivée des et colons. Ouais. c'est centré sur enfin, l'arrivée des non, des l'arrivée Ah, des donc Homo sapiens, préhistoire pardon. du coup alors. Oui, Préhistoire du coup. Ok, waouh. oui, 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 ouais, ouais. D'accord. Ok. Oui, donc oui, la l'histoire, enfin, préhistoire de la région, ouais, Oui, c'est ça pardon. Je, et je, je suis tatillon, mais pardon. non, non, tu raison, tu raison, tu raison et ouais et c'est un bouquin qui est super, super cool Ça doit et être hyper complet parce que c'est hyper complexe surtout. Parce que la carte donc, ouais. que tu as montrée dès le début là, avec toutes les cultures, les langues, les confédérations, Oui, oui. c'est le Oui. bordel quoi. C'est le bordel, mais après Mais d'un il y a point de vue pas grand-chose. occidental, c'est le bordel en fait aussi Et parce tiens, que on a oui, beaucoup cette notion de territoire, genre clac clac clac, alors que dans le semi-nomadisme, on se rend compte qu'au final, bon, bah, les territoires se chevauchent et c'est pas bien grave finalement en fait. oui, c'est clair. Et puis ça reste en fait, le problème c'est que l'archéologie, des populations nord-américaines, c'est un peu le parent pauvre de la recherche, enfin traditionnellement, c'est le Ouais, parent pauvre de la recherche au Canada ou aux États-Unis. C'est un truc qui s'est oui, développé très tard et en fait, qui a commencé vraiment à prendre son essor que dans les années, 80-90 par là ouais. et Et qui est déjà qui va déjà et avoir des qui est problèmes parce que déjà menacé, oui, qui est déjà menacé, tu vois. Enfin, c'est c'est clair, ça qui est ah ouais. fou quoi. C'était complètement mis sous le tapis. En fait, heureusement, il y a eu des, il faudrait peut-être qu'on en parle, qu'on fasse un peu d'historiographie là-dessus. En fait, c'est Ouais, c'est des figures très importantes avec des livres, avec des slogans très forts. Par exemple, il y a un livre qui a fait date, je crois, il y a un livre qui date des années 80, si je dis pas de conneries, ouais. qui est, la traduction, c'est un truc genre: «Tout ce qu'on vous a tout ce qu'on vous a appris à l'école, c'est faux». Je crois que c'est ça et en gros, enfin, c'est un titre de tueur, tu vois? Mais c'est Ouais, vraiment un bouquin d'anthropologie, pour dire, ben, que, ben, tout ce qu'on apprend à l'école, c'est pas la vraie histoire du ouais. territoire sur lequel on vit, quoi. C'est exactement ça et du coup, ouais, c'est pour ça que c'est assez récent et là, en fait, l'archéologie de cette région, elle est en plein essor, donc c'est pour ça qu'il reste plein, 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 plein de choses à découvrir. C'est des sites qui sont menacés, par le changement climatique, par la montée Et oui. des eaux, par le pillage, par les choix, politiques actuels, donc ouais, c'est vraiment compliqué. Ok, ouais. Bah écoute, franchement, merci d'avoir fait j'allais dire l'effort, c'est peut-être pas le bon terme, mais d'avoir mis de l'énergie dans la création de cette chronique pour qu'on en sache plus justement sur ces peuplades-là, sur leur manière de vivre surtout. Et franchement, voilà, bravo, je t'applaudis. Bah, merci à Et toi, j'ai l'impression d'apprendre plein de trucs de mon côté, de lire beaucoup. écoute, ouais, bah c'est ça en fait, je te dis, bah tiens, ce serait bien que tu fasses un truc sur ça. J'ai l'impression, tu sais, d'être un espèce de comment dire ça, tu sais, de chef de journal et avec le cigare Ouais, sur le truc et faire alors mon petit Nico, aujourd'hui tu vas me faire un truc sur les Webinaki. Ah, ça a l'air pas mal ça, hein. alors là, en plus, pour le coup, franchement, ça a été compliqué, j'avais très peu de ressources, donc j'ai dû beaucoup lire en très peu de temps. Cette chronique a été Mais franchement, reportée, on précise, à cause de ça, oui, mais notamment. franchement, chapeau, et je trouve que tu as mis à l'honneur les 300 ans de la fin de ce conflit meurtrier entre deux puissances coloniales et les Wabanaki au milieu, ainsi que d'autres Ouais. peuples natifs. Et de mon côté, du coup, je vais quand même faire une petite intervention. On va peut-être prendre un point de vue un peu plus colonial, du coup.
certaine manière, mais qui, vous allez voir, est quand même assez intéressante. Puisqu'aujourd'hui, moi, je vais pas vous parler d'une bataille ni d'un peuple de natifs américains, je vais vous parler d'une personne et du point de vue de cette personne pendant toute la période de la fin du XVIIe au début du XVIIIe siècle. Donc, le protagoniste de notre chronique, et tu l'as pas cité, c'est gentil, du coup, comme ça permet de garder la surprise. Ma chronique. Aujourd'hui, on va parler d'un gars qui est assez célèbre, hein, finalement, dans cet univers-là. On va parler de Sébastien Racle. Ce qui est intéressant avec ce personnage, c'est qu'en fait, il a écrit plusieurs lettres pendant toute sa vie, nous permettant de retracer ses pas au cours de ses différentes missions, parce qu'en fait, il est jésuite, nous donnant alors ainsi un point de vue exclusif, bien que bien évidemment subjectif, sur l'époque et sur les différentes cultures de natifs qu'il a été amené à côtoyer au cours de sa carrière. Les lettres sur lesquelles nous nous appuierons notamment sont une lettre qu'il a écrite à son neveu le 15 octobre 1722 et une autre à son frère le 17 octobre 1723. Ces lettres, ainsi que de nombreux autres de jésuites, sont compilées dans des recueils sous l'appellation « Lettres édifiantes et curieuses, Mémoires d'Amérique ». Et vous en avez pour tous les continents colonisés, hein. Il y a Afrique, il y a Asie, il y a la totale. Mais celle qui nous intéresse du coup, c'est dans Mémoires d'Amérique et c'est dans le tome 6 qui a été publié en 1810 et que vous pouvez trouver sur Google, puisque figurez-vous que moi je les ai lus ces deux lettres entièrement et que j'ai été complètement fasciné par ce que j'ai lu. On en parlera peut-être après en conclusion. Alors du coup, commençons notre histoire. Né le 4 janvier 1657 à Pontarlier dans le Doubs, Sébastien Racle était un missionnaire jésuite. Reçu dans la Compagnie de Jésus, le jeune Sébastien fit son noviciat à Dole à partir du 24 septembre 1675. Son noviciat terminé, il fut nommé professeur de 5e au séminaire de Carpentras où il résida 2 ans, puis fut appelé à Nîmes, puis successivement à Carpentras et à Lyon où il enseignera alors la théologie. Donc c'est un prof en fait, hein, finalement. Ah ouais. Il avait probablement été ordonné prêtre aux alentours de 1686. Sa formation spirituelle et intellectuelle s'achèvera avec le 3e an. Alors tout ça, c'est des trucs de jésuites, je vous avoue, je ne suis pas rentré dans les détails, je vous invite à vous renseigner par vous-même. Quoi qu'il arrive, il va partir ensuite pour le Canada le 23 juillet 1689, à l'âge de 39 ans. Et ce départ, ça a l'air de rien, mais ça va changer la vie de beaucoup de personnes, parce que en fait le père Racle, on va voir, c'est pas n'importe qui. Donc le père Racle débarque tout frais à l'âge de 39 ans à Québec le 13 octobre. Il fut envoyé directement à la mission abénakise de Saint-François de Sales et s'engage immédiatement dans des études linguistiques sur la structure grammaticale de la langue des locaux. Et ça, vous allez voir, c'est quelque chose qui va être très très important. Il décrit d'ailleurs, je cite, « À mon arrivée à Québec, je m'appliquai à la langue de nos sauvages. Cette langue est très difficile car il ne suffit pas d'en étudier les termes et leur signification et de se faire une provision de mots et de phrases, il faut encore savoir le tout de l'arrangement que les sauvages leur donnent et que l'on ne peut guère attraper que par le commerce et par la fréquentation de ces peuples. » Fin de citation. Alors oui, du coup, je vais pas mal citer le père Racle lui-même, et les termes qu'il utilise sont pas forcément toujours les plus sympas, parce que vous allez voir, il dit toujours les sauvages, même pas des êtres humains. Donc on est un peu dans cette ambiance-là, mais vous allez voir, hein, dans sa tête, ce sera pas forcément, et c'est ça qui est paradoxal, ce sera pas forcément toujours si péjoratif que ça, au bout d'un moment. Donc bref. Ici, on se rend bien compte que le but du père Racle, c'est vraiment d'essayer d'apprendre le plus possible les langues, et il se trouve qu'il est doué d'une mémoire assez prodigieuse, et il va bientôt se familiariser avec le Wabanaki, il va parler aussi correctement l'Outaouais, le Huron, l'Illinois, et la plupart du temps, lorsqu'il va parler aux natifs, en fait, nous, dans le texte, on l'a en français, mais à chaque fois, il précise bien que c'est des discours qu'il a donnés dans la langue du peuple. Wow. Donc, franchement, honnêtement, pour faire des gros discours en langue abénaki, ça montre quand même que le gars a quand même un assez large intérêt pour les peuples locaux, ce qui n'est pas forcément d'une part l'apanage de tous les missionnaires. Donc, c'est-à-dire qu'il prend d'une part sa mission, bien sûr, de christianisation au sérieux, puisqu'il est pas couillon, hein, il se rend compte que ça passe bien par la langue, mais il fait quand même l'effort d'aller chercher les gens avec leur langue. Et franchement, moi, je serais incapable d'apprendre à parler
5 langues comme ça, et quand on lit les textes, on se rend compte qu'il les maîtrise, il les maîtrise à la perfection. Il y a même des moments vraiment où il explique à son frère, il dit bah voilà, ça dans le contexte, ça, c'est cette phrase-là, mais eux ils ont qu'un seul mot pour dire ça, etc. Enfin, c'est assez fabuleux, vous pourrez aller lire les lettres. Surtout, en Donc, plus, va oui. apprendre une langue après 39 ans. C'est, Oui, après 39 ans, c'est c'est ça déjà le chaud. délire. C'est que déjà, le mec, surtout qu'en plus, il doit savoir parler français, voire Ouais. peut-être même plusieurs types de français, parce Ouais. à cette époque-là, il se trouve, il a bossé dans le sud de la France, donc il sait probablement parler le languedoc, la langue d'Oil, le français, et on va voir qu'il communique avec les Anglais, donc il sait probablement parler anglais aussi, il sait parler latin, forcément. Donc en fait, le mec, il est polyglotte, c'est une forme de génie. Et d'ailleurs, il était considéré par ses pairs comme un homme de très grande énergie, jouissant d'une santé des plus robustes, mu en outre par un zèle que son départ pour un pays lointain avait déjà montré. En fait, le mec, c'est la définition de déterminé. Lui, il a une mission avec un grand M, et il n'est pas là pour cueillir des fraises dans la nature. Alors, le 13 août 1691, c'est le début de sa première mission solo. Il est envoyé par la compagnie de Jésus, bien évidemment, pour aller convertir les peuples illinois, un peuple vivant au sud des Grands Lacs, dans la haute vallée du Mississippi. Donc rien à voir avec les Wabanaki, pour le coup. Outre un voyage terriblement long, le père Racle va rencontrer en chemin beaucoup d'autres cultures natives qu'il décrit avec une certaine précision dans ses lettres. Il va notamment relater que lors de son périple, il doit faire une halte près du lac des Hurons, qui d'ailleurs, soit dit en passant, parce que j'ai cherché sur Google, se trouve à 235 heures de marche de Québec. Waouh. Voilà. Ah ouais. Voilà, donc quand on parle de semi-nomadisme, les mecs, ils font de la marche, mais ça veut dire que le gars à 40 ans, il se fait 235 heures de marche au total. Et ça, c'est pas rien. Et bref, du coup, au bord du lac des Hurons, il va pas rencontrer des Hurons, il va rencontrer des Outaouais, qu'il décrit d'ailleurs avec beaucoup de rudesse. Je cite encore une fois. Ceux-ci sont très superstitieux et très attachés aux jongleries de leurs charlatans. Ils s'attribuent une origine aussi insensée que ridicule. Ils prétendent sortir de 3 familles et chaque famille est composée de 500 personnes. Donc, on ressent bien ici le mépris que Racle peut avoir à l'encontre des Outaouais, ce qui ne le dérange quand même pas ensuite de décrire la spiritualité de ces derniers. C'est ça qui est assez fou, c'est que le mec est catholique, clairement les païens c'est pas du tout sa came, et après t'as je sais pas combien de pages de description de la spiritualité des Outaouais. Je vais vous préciser un peu tout ça, parce que, alors après c'est son point de vue à lui, hein, c'est à prendre ou à laisser, moi je sais pas vraiment comment fonctionne réellement la spiritualité des Outaouais. Mais en gros il précise dans sa lettre que les 3 fameuses familles, c'est d'une part la famille de Mitchabou, le grand lièvre, puis celle de Nemepich, sinon je sais pas trop, la carpe, ou encore de Machova, l'ours. Donc je vais pas vous paraphraser le texte, mais chacune des familles a le droit à la description de son mythe originel. Et je trouve ça vraiment très intéressant de la part d'un jésuite de malgré tout s'intéresser suffisamment au peuple jusqu'à décrire littéralement, comme je le disais, une autre religion. Et en plus, c'est même pas à ses pères qui laissent ça, c'est à son frère. Ah ouais. Donc il n'y a même pas forcément un intérêt de d'écrire genre à la confrérie pour dire regardez comment ça fonctionne. Non, il écrit à son frangin. Donc honnêtement, je sais pas qui est son frère, mais peut-être qu'il en avait marre d'avoir des lettres sur des spiritualités de gens que lui ne connaîtrait jamais. Alors du coup, dans ses pérégrinations, il va assister à l'enterrement d'un capitaine Outaouais. Et là, je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, les Européens, ils vont toujours placer des mots occidentaux sur des fonctions qui ne le sont pas forcément. Donc ici, dans le texte, capitaine doit probablement signifier chef, guerrier ou leader, Ouais. quelque chose dans ce goût-là. Il nous explique alors les différences de rituels d'une famille à l'autre. Par exemple, les ours et la carpe vont enterrer leurs morts lors de grands rituels très spécifiques, alors que la famille du grand lièvre, lui, va incinérer les défunts. Donc on se rend bien compte de différences culturelles à l'intérieur d'un même groupe culturel. Après, il va prendre pas mal de temps pour décrire, comme je le disais, la spiritualité des Outaouais, et notamment ce qu'il appelle le concept du Manitou. Je cite encore une fois. Comme ils ne connaissent que les bêtes avec lesquelles ils vivent dans les forêts, ils imaginent que dans ces bêtes, ou plutôt dans leur peau, ou dans leur plumage, il y a une espèce de génie qui gouverne toute chose, qui est le maître de la vie et de la mort. Fin de citation. Donc d'après ce que nous dit Racle, le Manitou ce serait une sorte de force de vie spirituelle. Il précise qu'il existe des Manitous communs à toute la nation, mais aussi des Manitous particuliers pour chaque personne. Par exemple, Usakita, c'est le grand Manitou de toutes les bêtes qui marchent sur la terre, qui volent dans le ciel aussi.
Il a donc le droit à des rites très particuliers lors des moments de chasse. Lors de ces rites, les Outaouais vont lui offrir du tabac, du plomb, de la poudre, des pots, le tout attaché à une perche, et ils vont la brandir en l'air en disant, et là je cite Racle, citant lui-même les Outaouais, ouvrez les guillemets, Usakita, nous te donnons à fumer, nous t'offrons de quoi tuer les bêtes, daigne agréer ces présents, et ne permets pas qu'elles échappent à notre ait, laisse-nous en tuer en grand nombre, et des plus grasses, afin que nos enfants ne manquent ni de vêtements, ni de nourriture. Fin de citation de la citation. Il existe aussi Michi, le Manitou de l'eau et des poissons, et les Outaouais lui font des sacrifices à peu près semblables, mais plutôt en lien avec la pêche. Donc comme j'ai dit précédemment, chaque Outaouais possède son propre Manitou, qui peut être un ours, un castor, ou d'autres bêtes de la forêt. Ils vont alors porter la peau de leur animal lors des chasses ou des voyages, afin de se protéger. Racle décrit la cérémonie du Manitou personnel de la manière suivante. Encore une fois donc je cite. Pour se donner un Manitou, il faut tuer un animal que l'on a vu en songe, puis placer une partie de la peau ou du plumage de l'animal dans l'endroit le plus important de sa cabane, et ensuite préparer un festin en son honneur. Fin de citation. Donc là, j'ai à peine survolé tout ce qu'il a décrit sur les Outaouais. Donc le mec est pratiquement un ethnologue en fait à ce niveau-là. D'autant plus que il participe pas spécialement, il l'observe, mais il est quand même au milieu de la tribu. Donc franchement, assez respect de faire ça, je trouve, au début du XVIIIe siècle. Ouais, donc bref, ouais, franchement, c'est par assez... rapport à- genre il vient assez tard dans le game, mais Ouais. franchement il a des bonnes. Il a une bonne manière de faire. Ouais, Je pense qu'il le fait pas pour des bonnes raisons, parce que le but Oui. c'est toujours la conversion, mais la manière qu'il a de le faire me fait beaucoup penser à des manières de faire de l'ethnologie début 20e siècle, tu Oui, vois, en fait, d'une oui, certaine oui. manière. Ouais, Donc ouais, c'est ou ça les qui est ethnologues assez qui ont passionnant. plus Ouais, ouais. anciens, mais plus naïfs, entre guillemets. Oui, c'est ça, tout à fait. Il y a une forme de naïveté qui transparaît un peu de tout ça, et tu vas voir par la suite, c'est exactement ça. Et donc bref, faut avancer parce qu'il reste encore 196 heures de marche jusqu'au territoire des Illinois. Donc à partir de ce moment-là, oui, encore une fois j'ai calculé, Racle va enfin pouvoir, parce que les Illinois ils vivent dans l'Illinois, c'est assez facile du coup de checker. Et encore j'ai été gentil, j'ai pris la frontière la plus proche des Grands Lacs. Donc Racle va enfin pouvoir se poser, même si sa mission ne fait que commencer. Il va donc passer les années suivantes à vivre avec les natifs, apprendre leur langue, parce que pour le coup l'Illinois il connaît pas trop à ce moment-là, il va aussi apprendre leurs rituels. Et une fois, il va notamment assister à ce qu'il appelle, je cite, le repas des capitaines, à savoir donc une grande réunion des différentes tribus du coin. Il explique que le chef a fait un grand discours aux membres de la communauté. Il ne le retranscrit pas dans sa lettre, mais explique à son frère, ou à son neveu, je sais plus, que la capacité oratoire de cet individu était des plus déconcertantes et aurait clairement fait pâlir les plus grands orateurs de l'Europe. Je trouve que dans ce passage-là, dans le texte, on sent une sorte d'admiration pour les personnes qu'il a commencé à côtoyer depuis plusieurs années. Et d'ailleurs, même si ça reste toujours très patriarcal avec toute la bienveillance coloniale qu'il y a derrière, à partir de ce moment-là, dans le texte, il les appelle mes sauvages. Ah oui. C'est plus les sauvages, c'est mes sauvages. Les siens, ouais. C'est ça. Donc, bien sûr, c'est très patriarcal et colonial, mais je trouve ça intéressant d'avoir cette dichotomie parce que du coup, c'est plus les sauvages. Il y a vraiment une forme de. Maintenant, c'est la famille d'une certaine manière. Lui, il va vraiment se voir comme leur papa d'une certaine manière, et on va surtout voir ça avec les Wabanaki juste après. Et oui, du coup, en fait, je me paraphrase moi-même. En fait, c'est bien parce que ça veut dire que je suis toujours en accord avec ce que j'ai écrit. C'est ce que je disais dans le texte que j'ai écrit, c'est que c'est ça le paradoxe. On sent qu'il considère vraiment les natifs comme sa famille, ce qui transparaît par de l'admiration dans le texte, mais aussi bien comme il va les considérer comme des enfants qu'il faut sauver d'eux-mêmes parce qu'ils sont pas catholiques, quoi. Voilà. Ouais. Donc il va passer beaucoup de temps dans ces textes à tout simplement aussi décrire les paysages, nous permettant de comprendre que nous sommes sur un territoire très très riche en ressources. Racle explique qu'il a vu parfois des groupes de près de 200 coqs d'Inde et qu'il est très fréquent de rencontrer des troupeaux de 2000 bœufs ou de 1000 chevreuils. Alors du coup, bien évidemment, il ne s'agit ni de coqs d'Inde, ni de bœufs, ni de chevreuils, donc je te laisse la mission. À ton avis, de quelles espèces animales s'agit-il ? Bah, ça va être les bœufs, c'est les bisons. C'est des bisons, ouais, exactement, Les tout à bisons, fait. je me suis j'ai enlevé un passage par rapport aux bisons sur. Ok. Et les coqs d'Inde, c'est les dindes. C'est les dindes et les dindons, ouais, tout à fait. Les Ouais. dindons. Et le troisième, c'était quoi? Chevreuil.
Des chevreuils dans l'Illinois? C'est quoi? C'est Franchement, je suis pas sûr, mais je pense que c'est des rennes. des... Parce que les cerfs, ça se balade Ah pas à ouais. 1000 Oui. dehors. Oui. Les chevreuils non plus. Il y a Ouais, qu'un ouais, seul, oui, un seul j'avoue. cerf qui a ce point grégaire, c'est des rennes. Mais je les trouve ça rennes, un attends, c'est Bah, les orignales? Des orignales, du coup? Parce qu'il y a pas de non, rennes. les orignaux, c'est les caribous, les rennes. Ah, En d'accord, langue ok. de l'époque. Les orignaux, c'est des élans, si je dis pas de conneries. Ah, d'accord, Wapiti, d'accord. c'est cerf, orignaux, c'est élan, Oui, ouais, et c'est ça, il y avait... caribou, Ok, c'est rennes. ok, ok. Donc oui, c'est le bordel au niveau des, au niveau Ouais, des ouais. animaux, d'autant plus que les Européens de l'époque, ils transcrivent des trucs qu'ils connaissent de chez eux, donc c'est vraiment n'importe quoi. Mais quoi qu'il en soit, les régions, elles sont très riches. Il y a aussi en abondance des ours, des cerfs, des orignaux, justement, et aussi plein de castors. On y reviendra. Le but de la mission des jésuites, comme je l'ai dit, c'est pas de regarder des jolis paysages, mais bien de convertir. Les natifs appellent la plupart du temps le christianisme la prière. Et Sébastien Racle use de tous ses atouts d'orateur et de linguiste pour convertir petit à petit les Illinois. Il les emmène du côté clair de la force, en tout cas de son point de vue. Après 2 ans passés en leur compagnie, l'évangélisation n'est pas terminée, mais elle est bien entamée. Par la suite, c'est la fin de son service et la compagnie va l'envoyer dans un autre peuple déjà bien christianisé, les fameux Wabanaki. Sa dernière mission sera dans un village du nom de Narantsuak. Et Ouais. ce village, Nico en a déjà parlé, c'est juste que tu as utilisé la terminologie anglaise, il me Ah semble. oui, parce que j'ai utilisé des sources en anglais Anglaise. et je m'en Alors suis que moi, aperçu du coup, aujourd'hui. j'ai un français qui a écrit Oui, ça. oui, c'est clair. Tu sais, je sais plus, j'ai googlé ça, je suis tombé sur la page, Wikipédia en français Wikipédia, et hein. c'est là où j'ai vu que qu'il y avait un nom en français. Bon, c'était trop tard pour modifier, mais Narantsuak, du coup, ça veut dire en algonquin, peuple d'entre les rapides. Voilà. Mmh. Donc j'imagine pas très loin d'une rivière, du coup, fatalement. C'est juste à côté de la rivière Kennebec. La rivière Kennebec, Oui. ok, très bien. Ouais. Et c'est aussi situé à 15 jours de Québec, et par contre à 2 jours de la frontière anglaise, ce qui va naturellement finir par poser un gros problème, t'en as déjà un peu parlé dans ta chronique. Mais quoi qu'il en soit, malgré la distance avec la France, les natifs préfèrent commercer avec eux plutôt qu'avec les Anglais, les Anglais ou les Anglois comme dirait Héracle, parce qu'il écrit Anglois et François, bien évidemment. Ce qui est très rigolo à lire, tout de suite ça donne une dimension comique à un truc qui n'est pas du tout, je trouve. Bref, on n'est pas là pour juger comment on écrivait dans le passé. Mais donc du coup, bref, pour les Wabanaki, une alliance, ça a l'air d'être quelque chose de très important pour eux, et ce malgré tous les avantages que offrent les Anglais. Parce que les Anglais, ils veulent les Wabanaki dans leur camp, donc ils vont faire offre commerciale sur offre commerciale sur offre commerciale, et à chaque fois les Wabanaki ils disent non, nous on est potes avec les Français, laisse tomber gros. En gros, mais ils parlent pas vraiment comme ça. Racle commence directement, en arrivant sur place, à bâtir un bâtiment très important pour lui, à ton avis? Une église. Une église, exactement, et dans sa lettre, il la qualifie de très très belle. Plus de 40 habitants assistent, je te jure, c'est vrai en plus, 40 habitants assistent à ses offices. Parfois, ils viennent d'autres villages des alentours. Il a également d'ailleurs bâti 2 autres chapelles aux extrémités du village, l'une dédiée à la Vierge et l'autre à l'ange gardien. C'est le mec le plus motivé Wow. du monde. Hein. Mais attention, son plus gros challenge est de réussir à confectionner des bougies convenables. Il va galérer, mais il va parvenir à quelque chose de suffisamment satisfaisant en combinant de la sève de laurier bouillie mélangée à de la graisse animale et du suif. En fait, au bout d'un moment, il va finir par prendre une place tellement importante dans le village qu'il va être régulièrement invité aux différentes consultations des habitants. Et donc du coup forcément il va se mêler au milieu de la vie des Wabanaki, nous permettant d'en savoir plus sur justement leur mode de vie. Et là c'est ça qui va être intéressant, c'est que tu nous as expliqué tout le mode de vie des Wabanaki avec des sources archéologiques, ethnologiques, etc. Oui. Donc maintenant je te propose qu'on revoie la même chose du point de vue d'un mec du 18e siècle. Parfait. Et comme ça tu pourras me dire si il raconte des conneries ou pas finalement. Donc, parce que dans ses lettres, Racle, il explique que parfois les habitants partent plusieurs mois en bord de mer. Donc là, ça a l'air quand même de bien coïncider. Ouais, ça me coche. Jusque là, pour le moment, ça va. Au printemps, ils sèment le maïs. Puis ensuite, Ah. ils partent justement vers la mer afin de vivre en attendant le début de la récolte. Donc Racle, il a l'air d'avoir fait son choix. Hein. Pour lui, c'est plutôt de l'horticulture dans ce que tu disais. Hein. On sème, on se casse, on revient et pouf, il y a de la bouffe, quoi. Ça a l'air plutôt d'être ça, en tout cas, de son point de vue. Sauf que, encore une fois, Racle, il a une vraie problématique qui est très importante. Comment tu fais pour pouvoir être chrétien et semi-nomade? Bah, c'est très simple. Ah. Tu as une chapelle portative. Oh, ah ouais. En fait, il explique qu'en gros, il a créé une chapelle portative. Donc, et du coup, il l'a fait dresser chaque soir pour donner la messe. Et bien évidemment, dans le village au bord de la mer, il a fait construire une église plus petite,
mais il apporte quand même les ornements depuis l'église principale du village principal. Ok, waouh. Ah ouais, Il est vraiment ultra vénère, ce mec. C'est incroyable. Parfois, les habitants vont du coup quitter aussi le village pour aller au bord de la rivière. Et là, du coup, Racle explique qu'ils vont pêcher des gros harengs. Lui, il les aime bien, mais alors du coup, je sais pas si c'est vraiment des harengs. Parce que un hareng, ça vit dans la mer, non? c'est une bonne question, ouais. Ouais. Aucune Là, je idée. t'avoue que je me suis dit, est-ce qu'il parle de saumon? Mais en même Ouais. temps, il doit bien savoir ce que c'est un saumon. Mais en même temps, après, En je me suis dit, est-ce qu'il y a des plus- saumons en France, en fait, à la base? Je sais pas. Ouais, je sais pas, non mais en plus le nom des espèces à l'époque il est pas fixe, donc Mais oui, non, c'est du tout. n'importe quoi, donc hareng, c'est Hareng. autre chose. Donc voilà, en gros, il bouffe du poisson et visiblement, Sébastien aime bien le poisson. Je rappelle aussi qu'au 16e et 17e, le castor est un poisson. Oui, c'est vrai que le castor est un poisson. Du coup, Racle aura beaucoup de mal à s'acclimater en fait à la nourriture. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il mange très peu de viande boucanée parce qu'il aime pas ça. Donc, ce qui est dommage parce que visiblement, c'est une des viandes qu'ils font le plus souvent. Et en fait, ce qu'il préfère manger, c'est de la bouillie de blé de Turquie. Donc, bien évidemment, ici, on va parler de maïs. Par contre, il trouve ça très fade, donc il est un peu difficile sur la nourriture, mais c'est pas grave, parce qu'il a une astuce, c'est qu'il met du sucre dedans pour relever un peu le goût. Et bien évidemment, le sucre que les Wabanaki utilisent, t'en as parlé, c'est le fameux sirop d'érable. Et ça, Racle, il adore. Et il fait dans sa lettre tout un descriptif comment obtenir ce fameux sirop. Je ne vais pas répéter, puisque tu en as déjà parlé tout à l'heure, c'est exactement la même chose qu'il a décrit dans son bouquin. Ok. Maintenant, petite anecdote. Un jour, le père Racle raconte que l'un des chefs du clan, célèbre pour son courage, se fait tuer par des Anglais, les salauds. Des Mohicans débarquent alors dans le village pour payer leur respect à l'un des hommes les plus valeureux de la région. Sébastien connaît très peu les Mohicans, et il les sait non christianisés. Il a peur que ça détruise la bonne morale chrétienne qu'il s'évertue à garder dans le village. Il décide alors de leur faire un grand discours dans leur langue, pour vanter les mérites du défunt, mais aussi dans la foulée de la religion catholique. Quelques mois plus tard, lors d'un échange commercial avec les Mohicans, ceux-ci expliquent au prêtre lui-même que ces paroles sont restées gravées dans leur mémoire, réjouissant ainsi le missionnaire qui directement décide d'envoyer quelques hommes dans le campement des Mohicans, avec lui-même bien sûr, pour y construire quoi? Une église. Une église. Tada. Donc bien sûr, le texte est loin d'être objectif parce que c'est quand même lui qui raconte sa propre histoire. Ouais. Mais il semblerait quand même que, d'après ce qu'il nous dit, en tout cas lui pense jouir d'une assez bonne réputation auprès des différentes tribus natives de la région. Par exemple, il explique que vraiment, de plus en plus ça va, plus les différentes communautés de cette région-là les consultent régulièrement pour des problèmes politiques avec les Européens, notamment les Anglais. Et là, patatras, on va commencer à se rendre compte qu'on arrive dans quelque chose d'un peu problématique. Racle raconte d'ailleurs une anecdote à ce propos qui permet de mieux cerner le personnage et surtout de mieux comprendre ce qui va l'opposer directement aux Anglais. Il explique qu'un jour, un pasteur protestant débarque dans la région et tente de convertir les Wabanaki. Et ça lui plaît pas trop. Le prêtre décide alors d'envoyer à son collègue / rival un texte d'une 100aine de pages pour bien lui faire comprendre que ces ouailles ne sont pas à convertir. Les deux vont faire des espèces d'échanges théologiques via lettres et au bout d'un moment, l'anglais s'en retournera bredouille à Boston. Et c'est là où le nouveau gouverneur de Boston décide, puisque la conversion ne marche pas, de faire une demande diplomatique aux Abénakis et leur propose de les retrouver sur l'île du fleuve. Je sais pas trop à quoi ça correspond, mais j'imagine que c'est une île sur un fleuve. Sébastien les accompagne. Quand le gouverneur voit la présence du jésuite, il dit aux natifs « Non, lui il n'est pas dans les négociations. » Sauf que les Wabanaki disent « Bah en fait, nous on participe pas s'il participe pas, parce que c'est notre pote. » Du coup, les Anglais disent « C'est pas grave, d'accord, il va rester, super. » Et du coup, les Wabanaki, les Anglais, vont pas tarder à rentrer en guerre contre la France. Et ils souhaitent que leurs alliés Wabanaki restent neutres dans cette affaire. Bien évidemment, les Wabanaki vont dire « Bah non, on est alliés aux Français, donc si tu attaques le Français,
j'attaquerai l'anglais fatalement. Le texte est beaucoup mieux décrit que ce que je vous explique ici. Là, je suis en full impro, mais en gros, vous avez pareil 3 pages de discussion, de diplomatie entre les natifs et les Anglais. Au bout d'un moment dans la conversation, les Wabanaki se retirent pour discuter entre eux de la décision à prendre, et c'est alors que le gouverneur anglais se tourne vers Sébastien et leur dit ceci. « Je vous prie, monsieur, de ne pas porter vos Indiens à nous faire la guerre. » Ce à quoi répond le missionnaire, je cite une nouvelle fois, « Ma religion et mon caractère de prêtre m'engagent à ne leur donner que des conseils de paix. » Alors pensez-vous que Racle ment ou pas à ce moment précis? Bonne question, c'est Bonne clair. question. Je me demande ce qui va bien se passer derrière. Peut-être se ment-il à lui-même finalement d'une certaine manière. Donc, en tout cas, dans cet échange, on voit bien que les Anglais considèrent pas du tout les Wabanaki comme pouvant avoir leur propre point de vue. Dans leur tête, c'est clairement les sbires du jésuite qui, de son côté, semble, en tout cas du point de vue des Anglais, passer son temps à saper les tentatives de commerce et de paix que les Anglais cherchent à avoir avec les locaux. Et c'est alors qu'on pourrait se demander pourquoi est-ce qu'un jésuite, certes français, chercherait à ce point à saper les tentatives des Anglais dans la région. Alors à mon sens, après j'ai pas fait 10 millions de recherches non plus là-dessus, ça ne s'explique pas par le côté patriote de Sébastien, il est jésuite, hein. Alors il est français certes, mais il est jésuite, mais plutôt via la religion. Si les Anglais contrôlent la région, ils envoient des missionnaires protestants, ce qui déstabiliserait le pouvoir de la compagnie de Jésus, et ce qui est natif serait protestant et plus catholique. Donc du coup, de mon point de vue, c'est plutôt ça qui va le pousser à faire en sorte que les Anglais ne viennent pas dans la région. Ce qui arrange bien, du coup, bien évidemment, le gouvernement français. C'est clair. Du coup, avant de parler politique, on va faire un petit aparté à nouveau. On va retourner à la vie chez les Wabanaki, parce que pour le moment, tout va bien. Hein, la guerre n'est pas encore déclarée. Racle dit la chose suivante dans sa lettre à son frère. Je cite. « Nos sauvages, ont si fort dépeuplé leur pays de bêtes que depuis 10 ans, on n'y trouve plus d'orignaux ni de chevreuils. Les ours et les castors, ils sont devenus très rares. » Fin de citation. La faute à qui, on se demande. On voit bien ici l'impact en à peine 10 ans du commerce des fourrures imposé par les Occidentaux. C'est vrai qu'il y a vraiment quand même genre, oh bah dis donc, ah bah, ils mangent ils butent des castors. Ah, ils sont C'est pas clair. bien malins quand même, hein, il y en a plus. C'est vrai qu'ils se foutent de la gueule du monde. Ils sont 300 dans la région, on est 3000. Ils arriveraient à dépeupler tous leurs animaux. Mais qui sont bêtes. Hein. Mais du coup, on se rend compte quand même de la différence parce que souvenez-vous, au début du texte, Racle décrit une faune florissante. Et là, au moment où il écrit la lettre, donc on est en 1723, il explique que en gros, ils en sont réduits à se nourrir pratiquement exclusivement de maïs, de haricots et de cucurbitacées. Les Wabanaki font alors une espèce de bouillie de maïs avec du poisson sec ou de la graisse, et si pas de maïs ou de patates, ce sera du gland séché cuit dans une chaudière avec de la cendre. Donc on se rend bien compte qu'on est moins dans un délire de fasteté avec du cerf, de l'orignac, etc., etc. Donc bien évidemment, la guerre va se déclarer entre la France et l'Angleterre, et Sébastien va alors enjoindre les Wabanaki à participer au conflit. Au total, 250 guerriers vont rejoindre la guerre. Dans ses lettres, le jésuite va jusqu'à détailler leur tactique de guerre et leur férocité au combat, puisqu'il considère que 200 guerriers valaient bien en force de frappe 3000 soldats européens. Là encore, on sent une certaine admiration de Racle via les gens de son peuple, comme il le dit, ou de ses sauvages. Et d'ailleurs, il utilise dans le texte l'appellation de ses guerriers. Donc vraiment, dans sa tête, c'est sa force de frappe à lui contre les Anglais. Pour lui, c'est le chef en fait. Donc tu sens vraiment que le melon, il a un peu augmenté d'une certaine manière. Mais aussi, mine de rien, en tout cas dans le texte, il leur dit d'aller taper les Anglais et les mecs vont aller taper les Anglais. Donc ça montre aussi que mine de rien, il a quand même un poids spirituel, comme tu le disais finalement tout à l'heure, dans cette société-là. Pour le combat, les guerriers vont en fait se diviser en plusieurs groupes de 30 à 40 personnes afin de faire des raids sur les Anglais. Les locaux ont même une expression sur ça, ils appellent ça manger des hameaux. Le principe est simple, on va vers un hameau, on attaque, on pille. Là où c'est intéressant, c'est que les raids sont orchestrés pour avoir lieu en même temps, afin de créer un vent de panique. Donc en gros, malgré les distances kilométriques des différents villages de colons, on les attaque en même temps. Au total, les guerriers vont tuer plus de 200 personnes et faire 150 prisonniers. Ils vont aussi ramener d'énormes butins de guerre. Rien n'est épargné. Les villages, les forts, les métairies.
à la fin de la guerre, on dénombrera plus de 600 prisonniers faits par les natifs lors des raids. J'aimerais faire un petit aparté parce que tout à l'heure, j'ai refait encore un peu de recherche. Et je suis tombé sur un autre gars très intéressant qui s'appelle Wawanotewat, ce qui signifie je sais pas ce que ça signifie. Non, c'est autre chose, oui. Il s'appelle Greylock en anglais. Voilà. Et en gros, du coup, c'est un guerrier Wabanaki qui s'est battu notamment derrière les lignes anglaises pendant toute la guerre. Et ils ont jamais réussi à le choper. Ah oui, d'ailleurs, si c'est ça, je suis con. C'est dans le nom en fait. Son nom, ça veut dire celui qui trompe les autres. Ça, c'est son nom de guerre. Donc, il pratique une espèce de guérilla de l'autre côté et ils vont jamais réussir à l'avoir. Et le mec va mourir de sa belle mort en 1740. Longtemps après que la paix ait été signée. Donc voilà, franchement, renseignez-vous sur ce bonhomme. Vie aussi très intéressante, bien que la guerre, bien évidemment, c'est pas bien, rappelons-le quand même, malgré tout. Donc, bien évidemment, les Anglais commencent un petit peu à en avoir marre. Et d'ailleurs, Racle s'exprime sur le sujet de la façon suivante, je cite, « Persuadé, à raison, qu'en maintenant leur attachement à la foi catholique, je resserre de plus en plus les liens qui les unissent aux Français, les Anglais ont mis en œuvre toutes sortes de ruses et d'artifices pour les détacher de moi. » Fin de citation. En fait, à travers cette phrase, on sent bien que Racle il a conscience d'être une vraie épine dans le pied des Anglais et il s'en réjouit très clairement. Rien d'étonnant alors que les Britanniques décident de mettre les bouchées doubles. Puisque c'est Racle qui contrôle les Wabanaki, si on tue Racle, les Wabanaki, on peut les choper. Donc du coup, ils vont tenter de l'enlever en promettant plus de 1000 livres pour sa capture. Ah ouais. Ouais. Donc il y a des chasseurs de primes qui sont sur le coup, mais aussi bien évidemment, les Wabanaki peuvent se servir en gros, c'est gagner de la thune pour vendre votre chef spirituel. Donc là, bien évidemment, Racle, il s'en bat les couilles en fait. Il écrit à son frère « Ces menaces ne sont pas capables de m'intimider, ni de ralentir mon zèle. Trop heureux même si j'en devenais la victime. Et si Dieu me jugeait digne d'être chargé de fer et de verser mon sang pour le salut de mes chers sauvages, je le ferai. » Les Wabanaki lui ont d'ailleurs en fait même sauvé la vie à plusieurs reprises lorsque les Anglais ont tenté de le tuer ou de le kidnapper. Et je peux vous dire que de nombreux attentats ont eu lieu sur sa personne tout le reste de sa vie. Par exemple, une fois, Racle raconte que les Wabanaki débarquent dans le village et lui disent que en fait là les Anglais ils arrivent et maintenant il faut se casser. Donc du coup il part en forêt avec des coureurs des bois, d'où les raquettes parce qu'il y a de la neige à ce moment-là. Donc en fait ils ont des raquettes et du coup ils s'enfuient à base de raquettes. Ça va durer de longues semaines et très rapidement leurs provisions vont venir à manquer. Et ils vont être réduits à manger du bois bouilli, de chêne vert mélangé à des champignons, ce qui donne une potée noirâtre comestible, mais clairement dégueulasse. Il y a même un moment donné où... est clairement dégueulasse, du coup, disais-je. Petite anecdote. En fait, ça se fait de manger de l'arbre. Ça je rejoins parce que j'ai pas mal étudié la question, notamment pour le paléolithique supérieur. On peut faire de la farine de sapin, de la farine de chêne, de la farine de bouleau aussi. Et d'ailleurs, un fait qui t'intéressera un petit peu, je pense, au niveau des langues, les Iroquoiens appelaient les Algonquins, je les cite, les mangeurs d'arbres, car les Algonquins avaient l'habitude de faire des recettes de farine à base d'écorce de bouleau ou de sapin. Sauf que bien évidemment, en langue iroquoienne, c'est une insulte. Très clairement, puisque les Iroquois, eux, ne mangent pas d'arbres. Voilà. C'est fou, c'est trop bien. C'est assez intéressant, je trouve. Bref, il y a un moment donné même où il va se faire passer pour mort. Il décrit tout un processus où, en gros, les natifs ils vont dessiner un signe sur un caillou pour dire qu'en gros, il s'est fait tuer par des gens. Et comme ça, après, d'autres personnes voient le symbole et disent aux Anglais que c'est bon, il est mort. Et du coup, les Anglais se disent « Ah bah nickel, c'est bon, on s'en est débarrassé, tout va bien. » Sauf que, bien évidemment, une fois que ça s'est calmé, bam, il revient. Il revient à nouveau pour foutre la merde. Et au bout d'un moment, il y a même la compagnie de Jésus qui commence à s'inquiéter pour sa sécurité et qui lui demande de revenir à Québec. Ils font venir un mec qui s'appelle le père de la chasse. Alors c'est son nom, il n'est pas chasseur. Et Racle va lui répondre ça texto. « Quelle idée avez-vous de moi? Me prenez-vous pour un lâche déserteur? Hé! Que deviendrait votre foi si je vous abandonnais? Votre salut m'est plus cher que la vie. Mes mesures sont prises. Dieu m'a confié ce troupeau. Je suivrai son sort. Très heureux de m'immoler pour lui. » Donc malgré tout, il a quand même conscience du danger parce qu'il sait qu'au bout d'un moment, il va crever, mais il s'en fout en fait. Il écrit d'ailleurs à son frère, je cite, « C'est de la part de messieurs les Anglais de notre voisinage que j'ai le plus à craindre. Il est vrai que depuis longtemps, ils ont juré ma perte. Mais ni leur mauvaise volonté pour moi, ni la mort dont ils me menacent ne pourraient jamais me séparer de mon troupeau. »
Ainsi, vous l'aurez compris, à force de jouer avec le feu, ce qui devait arriver arriva. Le 23 août 1724, une armée de 1100 hommes, c'est beaucoup, composée d'Anglais et d'alliés natifs, tombe à l'improviste sur le village de Naransuak. On nous a parlé tout à l'heure, le massacre fut presque général. Le père de la chasse, qui était dans les environs, le décrit lui aussi dans une lettre située dans le même ouvrage, juste après celle de Racle, puisqu'il n'a jamais pu écrire sa mort, du coup, fatalement. Cette fois-ci, Sébastien refuse de partir, alors même que les Wabanaki le lui demandent. Lorsque le massacre du village commence, il tente directement en sortant de sa tente de s'interposer avec notamment 7 Abénakis. Il est immédiatement reconnu par les Anglais, et là, jackpot, il lui tire dessus, tous. Et il va s'effondrer au sol directement, ainsi que les 7 Abénakis qui ont tenté de faire un rempart de leur corps sur lui. Ils vont tous giser là, pendant le reste de l'assaut, au pied d'une grande croix plantée par ses soins, au centre du village. L'ennemi se retirera après avoir brûlé l'église et les cabanes des natifs. Le lendemain, on trouvera le cadavre du jésuite percé de coups, la chevelure enlevée, le crâne défoncé, les membres mutilés. Les Wabanaki s'emparèrent de la précieuse dépouille et l'inhumèrent à l'endroit même où, la veille, il avait célébré le saint sacrifice de la messe. Dans son texte, le père de la chasse décrit la bravoure, le zèle de son compère et considère l'action des Anglais comme un odieux assassinat. Le père Racle était dans sa 67e année de sa vie, dont il avait consacré 34 ans de mission chez les natifs américains. Une vie pleine de rebondissements, cet homme. Franchement, c'est vraiment dingue. Ouais, et 67 ans, ouais, franchement, c'est fou. Ouais, franchement, mais il a passé 34 ans en mission, il a vu des tas de choses, et je trouve que ce texte, il est important aussi pour remettre un peu les choses dans le contexte, alors même s'il est subjectif, même si c'est très colonial dans la manière dont il écrit, je trouve qu'il a bien fait son travail parce que à aucun moment il minimise l'impact de la spiritualité et la manière dont ils vivent. Il va jamais être là à faire oh là là, dis donc, il mange de la bouillie d'écorce. Non, il va être là à faire ouais, bah là on est dans la merde, du coup on bouffe de la bouillie d'écorce, c'est normal quoi. C'est clair, le gros avantage de ces textes qui sont hyper terre à terre en fait, et malgré tu vois que t'as des biais, t'as un biais bien sûr d'interprétation, biaisé de partout, mais au final, au niveau des descriptions, tu vois qu'il y a une sorte de sincérité, et il y a quelque chose en fait, tu touches à une réalité que la personne a vécue, malgré, à travers ses propres biais à elle. Oui, à travers son prisme, il a quand même vécu tout ça quoi, il y a une c'est presque touchant en fait. Moi, je t'avoue qu'au bout d'un moment, parce qu'il y a 40 pages, je crois quand même, et puis c'est écrit en vieux français, donc faut y aller. Donc ça va, heureusement ça a été tapé, c'est imprimé normal, voilà, donc vous pouvez le lire sur Google si vous voulez, mais au bout d'un moment t'es dedans. Moi j'avais presque l'impression de suivre une série télé quoi en fait, presque. Où tu te dis mais à quel moment il va se faire choper par les Anglais. En plus ce qui est rigolo c'est que dans le texte imprimé, à la fin de la lettre, t'as on va dire du blanc, et juste en dessous t'as la personne qui je pense a rédigé le texte à l'écrit pour l'imprimer, a mis il est mort l'année suivante. Ah ouais. Donc vraiment la fin du texte c'est genre mon cher frère, vraiment tout va bien, passe une bonne journée et puis à la prochaine lettre, et en fait il n'y aura jamais d'autres lettres, avant plus tard il est mort quoi. Ah ouais, c'est chaud. Et juste après t'as la lettre du père de la chasse qui dit oui je vous écris parce que là Racle il s'est fait tuer et c'est un peu la merde, et voilà. Donc c'est assez, j'ai trouvé ça vraiment très passionnant à lire et aussi à transmettre derrière. Parce que tu l'as dit tout à l'heure, c'est une période qui est super intéressante en fait, parce qu'il se passe plein de choses et malheureusement c'est très peu connu, toutes les vies qui ont pu être vécues aussi bien par les natifs qu'aussi bien par les colons aussi, mine de rien, qui ont vécu aussi ce moment. C'est ça qui est dommage. C'est pour ça que c'est dommage de réduire juste à connaître l'histoire de la colonisation française ou pas, parce que en fait, tu vois que c'est hyper riche en petites histoires. C'est ça. En détail. Et comme tu l'as dit, le nombre de colons qui se sont mariés avec des natifs et qui ont fini par vivre avec eux et avoir leur spiritualité, ça montre que individuellement parlant, chaque personne n'est pas obligée d'avoir suivi le principe colonial du truc, quoi. Donc c'est. En fait, c'est ça qui est. Et puis en fait, ça toutes les personnes qui n'ont pas écrit aussi, qui n'avaient pas de but, Bien sûr, pas de position, pas de statut particulier, qui ont C'est clair. ont dû vivre des choses
qui sont considérés comme des échecs coloniaux, mais qui sont tellement fous. Enfin, c'est tellement de la folie ce qui a dû se passer à certains moments. Et c'est en partie pour ça que d'ailleurs que à partir du 19e, quand la France récupère un peu son territoire colonial, ça n'existe plus ce genre de choses, parce que c'est Oui, c'est ça, ouais. des échecs. Ça- Et du coup, au lieu de s'adapter à l'autre, il faut que l'autre s'adapte à... C'est ça. En fait, le standard britannique, c'est ça qui va être pris comme principe même de colonisation, du coup. Ouais, c'est exactement ça, c'est sûr. C'est sûr, comme les Espagnols ou autres. C'est ça, ouais. Et ouais, c'est chaud, mais c'est pour ça, c'est trop... Des fois, quand tu lis comme ça des trucs de... C'est l'impression que les Français, ils étaient tellement, mais bizarres, quoi. Genre, les Oui, Français, c'est clair. un peu C'est à chaque fois que moi j'apprends des trucs, c'est vraiment les mecs chelous en Europe, quoi, en fait. Je sais pas pourquoi ils devaient passer, mais... Quand tu te rends compte de certaines choses comme ça, qui partent... je sais pas, t'imagines, genre, tu quittes ton pays, tu pars vivre dans les bois... Ouais. Tu abandonnes tout. Tu T'abandonnes t'aperçois tout, que c'est la ça. colonie, c'est de la merde. Les Français vivent dans des conditions horribles. Enfin, ça doit être... Ouais, Je sais pas ce qui a dû se passer, mais franchement, ça doit être assez fascinant quand même à certains c'est moments clair. de l'histoire. Mais ouais, D'avoir mais ce- les textes comme ça de personnes qui ont écrit, je trouve ça vraiment, vraiment fascinant. Et Ouais, je trouve qu'il y a vraiment une évolution en plus dans les textes en fonction des... Enfin, c'est vachement lié aussi à l'individualité de l'auteur, bien sûr, ouais. à la période à laquelle c'est écrit, etc. Parce que ce qui est intéressant aussi, c'est que tu sais, t'as toute la période 17e, 18e, où Ouais. moi, je pense que c'est à partir de Louis XIV et tout ça, où tu as une sorte de sentiment un peu national Oui. qui reprend le dessus, où t'as plus en fait cette naïveté des débuts, tu sais, cette Ouais, candeur cette de... candeur, le ouais, mec qui débarque effectivement. au Brésil et qui écrit juste ce qu'il voit sans poser de questions, et je pense qu'il doit juste penser à sa propre survie. C'est clair. À ce moment-là. Mais ouais, et alors que là, du coup, ouais, j'ai l'impression que c'est assez... Bon, t'as toujours le truc où il se met vraiment en avant et tout, mais c'est assez intéressant. C'est très intéressant. Et après, c'est vrai que c'est probablement. Ça commence au 18e, mais je pense que le pire, c'est le 19e siècle, en fait. Ah oui, c'est Il y sûr. a Bah, là, vraiment un c'est passage vraiment 19e à où ça partir y du est, on a moment où... compris comment ça marche et en fait, Ouais, on en va fait, répéter un modèle constamment dès, de dès la destruction, en fin fait. du premier empire colonial français, c'est quoi, c'est Ouais. 1780, je crois, un truc comme ça. Ouais, un truc. La fin de la Nouvelle-France, c'est 1763. Mais ouais, dès la Fin fin de la de guerre de l'histoire, 7 en ans, fait, t'as toutes ces... je pense qu'en plus, t'avais des sortes de lignées, tu sais, d'apprentissage, de tradition qui Ouais. devaient se véhiculer. Enfin, t'avais des textes de référence que chacun devait lire, j'imagine, et puis même des récits oraux d'anciens voyageurs qui devaient former les nouveaux, etc. Donc je pense que c'est pour ça que t'as une sorte de tradition un peu particulière qui s'est créée. Et ouais, et tout ça se perd, et après on repart sur Napoléon, machin, la Ouais, c'est ça. conquête, Là, et là, blablabla. il y a plus... La France, le département de l'Algérie. Oui, c'est exactement ça. C'est Et, vraiment. Ouais. et c'est triste parce que tu vois, on le voit dans l'actualité et tout, que ce second empire colonial, il est extrêmement mal connu, mais les débuts de la colonisation, c'est quelque chose qui est encore moins connu pour le Bien coup. sûr. Et pourtant, c'est là où tu peux désamorcer, je pense, le truc de... Imaginons, tu as un contact entre des populations, la colonisation, c'est juste une voie. Et genre, Oui. tu as des fois où, dans des cas comme ça, de récits ou de personnes, ou même d'histoires de contact, où en fait, il y a une autre voie qui aurait pu être C'est ça. possible. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant parce que comme tu dis, ça ouvre un champ de possibilités. Parce qu'il y a toujours ce délire de se dire, de toute façon, c'est le plus fort qui domine et basta. Même au niveau Alors de que, l'imaginaire bien sûr, ouais. populaire, genre si on imagine, je sais pas, on rencontre des aliens, t'as toujours cette peur, tu vois, du Ouais, contact. de devenir le colonisé en fait. C'est Ouais. exactement ça. Et au final, c'est juste un fantasme de... D'ailleurs, il me semble que tout le délire de la guerre des mondes, c'était d'essayer de mettre en perspective le fait que l'Europe soit colonisée par Ouais, c'est une société plus puissante pour clair, transparaître tout ça. alors Mais que oui, d'autres c'est- d'autres choses. Parce que c'est vrai que le contact, au final, je pense qu'il aurait pu se passer... le contact entre, je veux dire, l'Amérique et l'Europe, et l'Europe, ouais. fatalement, il se serait passé, même s'il n'avait pas eu lieu en Oui, de toute façon, au ouais, il y a un moment donné où. XXe siècle. Enfin, t'as aussi j'ai mentionné vite fait, mais les Scandinaves et les Vikings aussi avant. Ou De toute pareil, là façon. pour le coup, il y a eu contact, mais il n'y a rien eu, ça a débouché sur que dalle. Même au Tu dois niveau avoir quoi? Il y a archéologique, un village, je crois, non, un archéologiquement. village, et alors, du coup, le village ne prouve pas le contact. Le contact est prouvé par des restes de noix qui ne sont pas de la région, donc qui ont été Ah, apportés, échangés. Et ok. je crois aussi que tu as des pointes de flèches. Donc c'est juste ça. Et ouais.
et pour le coup, ça a pas ça a vraiment pas changé la face du monde. Mais je pense que tu as raison, c'est important aujourd'hui de pouvoir montrer aussi aux gens qu'il y a d'autres solutions. Mmh. Et que c'est pas juste parce qu'on se rend bien compte qu'en fait c'est surtout une agressivité du système quoi. C'est Ouais enfin et une la peur de technique britannique, c'est on prend la terre c'est une question de capitalisme en fait d'une certaine manière. ouais, C'est pour engranger des revenus, de l'argent, etc. ça c'est clair. Donc si on sort de ce modèle économique là, Mais même la les répression. contacts peuvent mieux se passer en fait C'est concrètement. clair, tout ce qui est répression coloniale aussi, c'est Bien quelque sûr. chose, moi, que tu retrouves. Tu sais, quand j'avais fait ma chronique là sur la guerre de sécession, où tu Oui. peux retracer aussi des choses qui remontent à la guerre de sécession, qui ont été, enfin, qui remontent enfin, qui ont été utilisées contre des autochtones, qui Ouais. servent à détruire des rébellions dans les pays du Proche-Orient ou dans ce genre de Mm. choses. En fait, t'as vraiment Tout à des fait. choses qui sont développées par rapport à ça. Enfin, ça a été un laboratoire de toutes les horreurs en fait du XXe siècle et peut-être dans le futur aussi. Donc, Yes. yes, on va peut-être pas finir là-dessus. J'avais Bah un truc écoute. en tête, mais un truc plus léger. Mais Non, mais c'est bien. Il faut en parler aussi. Comme on l'a dit au tout début en introduction, t'as raison. C'est vrai qu'aujourd'hui, on vit dans un monde qui va vers des problématiques qui sont. Parce qu'il y a des nouveaux mondes qui entrent en contact, même si on se connaît tous. Le fait est que, oui, le réchauffement climatique va entraîner des vagues migratoires et il faut qu'on arrête avec ces principes de dominance et qu'on essaye peut-être de trouver d'autres solutions pour que les différentes cultures puissent s'entendre entre elles aussi. Et je pense que des exemples de colonisation, j'aime pas, le terme qui me vient, c'est mais il est 22 heures de colonisation douce, un peu comme ce qui a pu être fait à certains endroits. c'est pas des colonisations douces en fait, parce que au final, quand tu. Je pense que c'est le logiciel de pensée qui est différent. Parce que même quand tu Oui, remontes, c'est par bien dit exemple, comme phrase. Oui. quand tu remontes à l'époque de l'humanisme, en fait, même en France ou quoi, t'as pas ce délire de vouloir s'installer dans un pays, enfin en tout cas pour la France, Ouais. parce qu'en Espagne et tout, c'est autre chose. Mais t'as pas ce délire, en fait, t'as vraiment ce truc de partage des savoirs, ouais, enfin, juste D'échange en fait. d'échange de la Ouais. culture de l'autre. Mais tu penses que cette spécificité française dans la manière d'avoir ce contact, ça vient de quoi? Parce que tu vois, on aurait pu croire que ça aurait pu être la religion, mais les Espagnols sont catholiques aussi, c'est pas comme ça qu'ils se sont Ah non, mais comportés. je pense que c'est un hasard total, à mon avis, y a pas C'est vraiment, il à n'y mon a avis pas de. C'est juste certaines personnes à un instant T, quoi, en fait. c'est exactement ça. Je pense que c'est l'affaire d'individus qui, comme la colonisation de l'Amérique, où si Ouais. t'avais pas eu Christophe Colomb, si t'avais eu un mec peut-être plus chill ou plus ouvert, et pas un psychopathe à se passer d'or qui est capable de tuer pour arriver à ses fins, peut-être que ce serait passé différemment. Ça passait un peu Mais ouais, différemment, c'est oui. ça. Le problème, c'est que t'as des individus qui sont aussi le produit d'une époque, le produit d'une de sociétés qui sont ultra violentes, bah, genre là, comme l'Espagne du XVe siècle, du XVIe Ouais. siècle, qui massacre ses populations, heu, enfin qui réprime ses populations, dans son propre pays. Enfin, c'est pour ça, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte et c'est pour ça, en fait, je pense que c'est juste, tu des fois des trucs de hasard qui peuvent arriver. Tu as tout qui s'aligne, toutes les planètes qui s'alignent et dans certaines conditions t'as d'autres voies possibles que de la colonisation où t'as, Ouais. par exemple, juste des échanges entre des populations et il y a ça me fait penser, mais je crois que je l'ai déjà mentionné, je sais plus, il y a un journaliste qui s'appelle Charles Mann qui a écrit un livre qui s'appelle 1491 qui est très, Ouais. très bien où, en fait, il reprend dans les textes, aztèques, dans les codex aztèques, tout ce qui reste et c'est extrêmement fragmentaire de la pensée aztèque, de la manière de voir le monde et même en fait de la philosophie qui est développée à l'époque et genre il imagine ce qu'aurait pu être par exemple un dialogue entre des philosophes aztèques et des philosophes chrétiens, tu vois, à l'époque, s'il y avait eu Oh, ah déjà ouais. ce dialogue et ça aurait été ouais, en fait, tu aurais clairement eu un accès à une autre vision du monde qui était formalisée pour le coup dans des textes, mais bon, pour le coup les textes aztèques ont tous été brûlés à ce moment-là, donc c'est dommage. Ouais. Mais donc c'est pour ça, en fait, il y a des richesses culturelles qui auraient pu être mises Ouais. en avant. C'est ça, et puis et de nouvelles créées à travers la communication entre différentes cultures, justement. C'est ça, c'est aussi. clair. Parce que si on part du principe que c'est inévitable, autant essayer que Que ça se se passe bien, quoi. Que ça se passe- C'est ça, C'est ça. la grande leçon à tirer, c'est que, en fait, la colonisation, c'est une horreur. Il faut absolument éviter que ça se reproduise. Bien Et sûr. c'est bien de le dire, mais si tu vois que ça continue encore de nos jours, ce genre de pensée. C'est bien de le dire, mais il faut le faire, en fait.
c'est clair. Et donc du coup, Et si vous êtes d'accord avec Nico, abonnez-vous et répandez cet épisode pour que d'autres personnes puissent l'écouter et découvrir aussi ces différents autres points de vue. Et oui, pardon, je faisais de la com, c'était la post-com, vas-y, je t'en prie. non, juste, et un dernier point de contact, c'est une Ouais. hypothèse que j'ai beaucoup aimée, que j'ai trouvé dans le livre dont je me suis servi là sur l'archéologie de la côte atlantique nord-est. Mhm. C'est pourquoi ces groupes-là en fait sont restés chasseurs-cueilleurs, alors que tout Ok, autour, t'as beaucoup de populations qui sont sédentarisées, sachant que en plus, en fait, tu as des voies commerciales, des routes aussi qui permettent enfin, t'as des échanges entre les populations tout autour. bien Et, sûr. c'est vrai que c'est super intéressant parce que tu te dis, t'as des populations qui fondent des villes, qui fondent des villages sédentaires, et pourquoi en fait à certains moments dans l'histoire, t'as des populations qui ont choisi, enfin littéralement presque, de rester De rester chasseurs-cueilleurs. chasseur-collecteur. Et il y a une hypothèse qui est hyper intéressante. Alors, elle est, elle est pas appuyée par grand-chose, mais c'est juste que, tu sais, à un moment, t'as une grande culture qui est la culture mississippienne, où t'as des Oui, énormes villes qui se forment. oui, c'est ça, ouais, c'est Et t'as Cahokia, la ville de ouais, c'est Cahokia, ça, tout à au fait. Ouais. XIIIe siècle. Et en fait, une des hypothèses, c'est t'as des personnes, des, des gens qui sont venus sur les réseaux d'échange, donc qui faisaient partie des populations de chasseurs-cueilleurs, qui ont assisté à la chute de Cahokia ou des Ah, trucs comme ça. Et du coup, pour éviter de c'est un reproduire, traumatisme, c'est pas forcément un traumatisme, c'est plus une leçon en fait une qui leçon, a ouais. été apprise, que t'as tes voisins qui fondent des villes et qui concentrent en fait le pouvoir, et qui concentrent entre les mains d'une élite super réduite beaucoup de pouvoir et beaucoup de richesse, et du coup qui choisissent en fait de ne, enfin qui choisissent de justement ne pas faire ça pour pour C'est intéressant c'est comme hyper concept. intéressant, ouais. C'est hyper intéressant parce qu'il y a forcément eu un contact en fait entre entre Ah ces oui, peuples. fatalement, ouais. Et donc du coup la question est pourquoi. Donc c'est une hypothèse bien sûr, c'est étayé par pas grand chose, Pas grand-chose. mais voilà. Ok. Bah, merci beaucoup pour toutes tes additions, Nico, dans tout ça. C'était un très chouette épisode à faire en ta compagnie, plus intimiste, parce qu'on était que deux tout le long. Mais comme on l'a dit, comme on le redit, c'est important, surtout en ce moment, surtout en 2025, de parler de ce genre de sujet. Et on essaiera probablement de refaire d'autres trucs dans ce goût-là en courant 2025. Donc voilà, n'hésitez pas à dire si ce format un peu plus détente et un peu plus focalisé vous plaît aussi. Donc n'hésitez pas à le dire pour qu'on corrige le tir ou non. Sur ce, Nico, merci encore à toi. Merci aux auditeurs et aux auditrices qui nous ont écoutés parler d'un monde étrange qu'on ne peut pas connaître nous aujourd'hui, mais qui avait l'air extrêmement intéressant. Et on vous dit à très très vite pour une autre fois, et probablement d'après mon petit planning. Tac, 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 tac. Qu'est-ce qu'on aura après? Je vous le dis, hein, parce que cette année, c'est beaucoup de hors-série. Comme ça, vous l'avez en direct. Hop, alors, faut pas que je fasse comme François Bayrou et que je sache pas lire mes notes. C'est pour ceux qui ont la ref. Tac, 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 tac. Et bah après, on va probablement parler dans quelques jours de la guerre d'indépendance des États-Unis, qui est aussi un morceau qui, je pense, est intéressant, surtout en ce moment, pour pouvoir briser un peu certains mythes, on va dire. Parce que là, cette année, c'est un peu ce qu'on va faire. Sur ce, bonne journée tout le monde, bonne soirée, et des gros bisous à toutes et à tous. Ciao. À bientôt. Ciao, ciao, ciao. Attends, je trouve plus Craig. Ah voilà, il est là. Il est en C'est haut, un ouais. truc. Yes, Craig.